Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Je vais prendre quelques minutes pour vous situer le thème du panel parce que lorsqu'il est question de bien-être animal, c'est certain que la discussion, elle peut prendre plusieurs directions, d'où l'importance de bien circonscrire de quoi on va parler ce soir. Dans un article que Jean-Paul Laforêt et moi-même, on a publié dans la revue Philosophie et compagnie en 2015, on faisait le constat suivant. Depuis des temps immémoriaux, les êtres humains côtoient et interagissent avec les animaux. D'abord utiles à la subsistance de nos ancêtres les plus lointains, les animaux ont fourni à travers les âges de multiples produits et services. Et si je vous souligne ce fait d'entrée de jeu, ce n'est pas pour justifier l'utilisation des animaux par les êtres humains, mais parce que les relations entre les êtres humains et les animaux, telles qu'elles se sont établies, telles qu'elles ont évolué et telles qu'elles se manifestent aujourd'hui, elles ont soulevé d'importantes questions philosophiques dont l'origine remonte jusqu'à la Grèce ancienne. Qu'est-ce qu'un humain? Qu'est-ce qu'un animal? Est-ce qu'il y a une différence entre l'humain et l'animal? C'est quoi le statut moral de l'animal? Est-ce qu'il est égal à celui de l'homme ou supérieur à celui de l'homme? C'est quoi nos obligations envers les animaux? Est-ce que les animaux ont des droits? Toutes ces questions-là et bien d'autres encore ont donné lieu à une abondante littérature riche de réflexions, riche de débats en lien avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'éthique animale. Et ce soir, malgré tout l'intérêt que peuvent avoir ces questions-là, ce n'est pas celles-ci qui vont retenir notre attention, mais bien une autre interrogation, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre de côté le plus possible, les interrogations philosophiques propres à l'éthique animale pour partir de la prémisse suivante, à savoir que la protection du bien-être animal, c'est un objectif qui est reconnu par nos sociétés et auquel adhère la majorité des États. Alors, partant d'une prémisse comme celle-là, que c'est un objectif qui est reconnu, la question qui se pose, c'est la suivante. Comment? Comment protéger, promouvoir le bien-être animal? C'est quoi les moyens actuels et potentiels dont on dispose pour protéger le bien-être animal? L'éventail de nos relations avec les animaux, bien entendu, elle est très variée. Hein? On pense au compagnonnage, aux animaux d'élevage, aux animaux utilisés en recherche et en enseignement, aux animaux que l'on utilise dans diverses formes de divertissement. Alors, notre premier panéliste, c'est M. Félix Tremblay. Donc, sans plus tarder, je lui cède la parole. Merci. Bien, écoutez, les gens qui vont me suivre sont essentiellement, en tout cas, vont vous présenter des points de vue qui sont souvent basés sur des recherches universitaires. À la SPA de Québec, on n'est pas des chercheurs universitaires. On est des praticiens, on vit la réalité du terrain, on adopte des animaux. Encore hier, j'étais à la SPA et on avait un chien dont on essayait d'évaluer l'agressivité. Et on avait tout un débat sur savoir est-ce que ce chien-là devrait être mis à l'adoption ou est-ce qu'on devrait, c'est triste de le dire comme ça, mais est-ce qu'on devrait à ce moment-là pencher vers l'euthanasie pour essayer de protéger un adoptant éventuel. Ce que je veux dire par là, c'est que pour nous, ce n'est pas des cas théoriques, c'est des cas qui sont extrêmement concrets au quotidien. Ce qui m'amène à vous parler des chiens dangereux. Le sujet d'actualité probablement qui concerne le plus l'actualité québécoise, je devrais dire, là, dont vous avez certainement entendu parler le plus concernant les animaux domestiques. Pour que ce soit clair, la SPA, nous, on ne fait pas dans la faune sauvage, on ne fait pas dans les animaux de ferme, on fait les chats, les chiens, les perruches, les lézards, ce genre de choses-là, les lapins. Donc, dans le contexte des animaux domestiques, vous avez certainement entendu parler du projet de loi 128 et le ministre Coiteux, qui avait été appuyé par le maire Labaume, qui souhaitait interdire certaines races de chiens. Dans un contexte où la réflexion se tourne vers le bien-être animal, si on pousse cette réflexion-là à son extrême, ce que ça signifie essentiellement, c'est qu'on va poser des gestes, ça c'est la position de la SPA, on va poser des gestes qui ne seront pas éthiques
envers des animaux qui sont pourtant de bons chiens. Et si on s'intéresse à l'autre animal dans l'équation qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire nous-mêmes, eh bien, à ce moment-là, on n'aura pas protégé le public. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de démonstration claire. Je suis curieux de savoir ce que mes collègues qui sont plus poussés que moi dans les recherches pourront dire sur le sujet, mais il n'y a pas de démonstration claire qu'une interdiction d'une race va porter des fruits. D'accord? Ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a pas des précautions légitimes qui peuvent être prises en ce qui concerne des animaux plus grands. Je ne suis pas en train de dire que ces animaux-là ont nécessairement des comportements plus problématiques. Je veux dire que la dangerosité d'une morsure d'un gros chien versus un petit chien, ça tombe sous le sens. D'accord? On peut se poser des questions là-dessus. La position de la SPA concernant les chiens dangereux, c'est qu'une interdiction d'une race, d'accord, ce n'est pas éthique et ça ne protégera pas le public parce qu'essentiellement, ça va être une mesure cosmétique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour des raisons que je qualifierais de politiques, d'accord, poser un geste qui peut être perçu comme étant populaire, et je le prends à son sens strict, c'est-à-dire que ça va faire plaisir à une part significative de la population, sauf qu'on frappe un des problèmes qui est assez commun dans le domaine des animaux. Moi, encore une fois, je vais parler des animaux domestiques parce que c'est là-dessus qu'on en connaît le plus. C'est que l'émotivité est tellement grande que la rationalité est presque évacuée de l'équation. D'accord? Donc, dans le débat des pitbulls, vous en avez certainement constaté. D'accord? Puis, juste pour que ça soit clair, je ne veux pas laisser entendre que le cas de Christiane Vadnais ou de Vanessa Biron sont des cas négligeables qui ne méritent pas notre sympathie et notre réflexion. Mais je pense que les deux vont de pair. Il faut réfléchir et compatir. Ce n'est pas un ou l'autre. D'accord? Donc, souvent, l'émotivité est tellement grande qu'on en vient à poser des gestes qui n'auront pas nécessairement les conséquences qu'on souhaite. Si on interdit les pitbulls, on n'aura pas protégé le public, on va avoir tué des centaines, peut-être des milliers d'animaux qui étaient peut-être des bons animaux. Donc, nous, notre position, c'est qu'il semble y avoir un corps de métier au Québec qui est à peu près mal encadré, inexistant, mal connu, qui est celui de l'évaluation du comportement animalier. D'accord? Donc, nous, ce qu'on a suggéré, on l'a mis dans quelques médias, nous, ce qu'on a suggéré, c'est que je vais revenir en arrière 2 secondes. Souvent, quand on entend des histoires comme le cas de Mme Vadnais à Montréal qui est morte tuée par un animal, et en passant, la race de l'animal, ça a été longtemps débattu et je ne suis pas certain si à ce jour on sait clair que c'est un pitbull ou c'est pas clair. Donc, encore une fois, si on se fixe sur la race uniquement, on va faire des débats pendant 2 ans pour savoir c'est quoi un pitbull, c'est quoi qui n'est pas un pitbull. On n'aura pas nécessairement éliminé le problème. Donc, le cas de Mme Vadnais, ça nous démontre que cette mesure-là ne rapporte pas de bénéfices. Et pourtant, si vous suivez un petit peu l'actualité, quand il y a des cas d'animaux dangereux, de chiens dangereux, on entend presque toujours, moi je suis l'actualité de très près, c'est mon travail, on entend presque toujours un voisin, un membre de la famille qui va dire « Ah, ça faisait longtemps que j'avais peur de ce chien-là ». Nous, ce qu'on dit, c'est pas normal qu'on ait peur d'un animal et qu'on ne sache pas quoi faire. Ou que si on dépose une plainte, il n'y a pas de suivi à cette plainte-là. Donc, nous, la lacune, on la voit de ce côté-là. Et on pense que si on agit de cette façon-là concernant les chiens dangereux, juste pour expliciter ma pensée, là, ce que je veux dire, c'est j'ai peur d'un chien, j'appelle la fourrière ou un service équivalent, et à ce moment-là, l'animal est évalué. Et il y a les problèmes de saisie actuellement là, qui posent des contraintes un peu trop élevées, à notre sens, d'autant plus qu'une évaluation d'un animal dans son milieu habituel va donner des meilleurs résultats. Mais toujours est-il que si on évalue le comportement d'un animal qu'on juge dangereux ou qu'on a l'impression qu'il est dangereux, nous, on pense que ça va donner des bien meilleurs résultats et on va avoir un comportement qui est beaucoup plus éthique et on va assurer le bien-être des animaux qui sont corrects, des animaux qui ne posent pas de danger et on va assurer le bien-être de la population en général. Je suis sûr que vous aurez des questions là-dessus. C'est un sujet controversé. OK, le CSRM versus la méthode traditionnelle. Le CSRM, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire capture, stérilisation, relâche et maintien. Donc là, je vous ai parlé des chiens, maintenant je vous parle des chats. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, le problème de surpopulation animale à Québec, ce n'est pas un problème de chiens, c'est clairement un problème de chats, essentiellement parce qu'on a des chats qui sont non stérilisés, qui forment des colonies, qui se reproduisent entre eux. La méthode traditionnelle, il y avait une formation en fin de semaine à la Faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe, d'accord, qui était super intéressante. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Et ce qu'on disait essentiellement par rapport à la méthode traditionnelle de contrôle de la population de chats errants. Donc, quand je parle de la méthode traditionnelle, ce que je veux dire, c'est que la méthode traditionnelle, c'est on reçoit un appel, on reçoit des plaintes, d'accord? On va sur les lieux, on capture des animaux,
s'ils sont propices à l'adoption, ce qui veut donc dire qu'ils ne sont pas trop agressifs, s'ils ne sont pas trop sauvages, parce que des chats qui sont nés dans l'errance, vous allez en avoir une grande proportion, ou une part importante, je devrais dire, qui ne seront pas propices à l'adoption, que vous ne pourrez pas approcher, vous ne pourrez pas flatter. Ce ne sont pas des animaux qui sont propres à vivre dans une maison. Donc, ceux que vous êtes capable de mettre à l'adoption, vous les mettez à l'adoption. Ceux que vous ne pouvez pas mettre à l'adoption, vous les euthanasiez. Ce que ça a fait, et la chose que j'ai apprise qui m'a un peu bouleversé, sincèrement, parce que la SPA a déjà eu des contrats municipaux qui allaient en ce sens-là, et je ne jette pas la pierre à la SPA, parce que c'est un mandat qu'on reçoit de la municipalité, donc nous, on applique les règlements qui nous sont donnés. Mais ce qui était intéressant, c'est que ce que la formation démontrait, c'est que si, pour prendre des chiffres simples, là, si dans un espace vital, vous avez la capacité d'accueillir 100 chats, d'accord? La nourriture, l'espace, les abris, d'accord, la protection du climat, ce genre de choses-là, l'espace est capable d'accueillir 100 chats. Si vous faites la méthode traditionnelle, vous allez en récolter 20 et vous en euthanasiez 20. D'accord? Je tourne les coins ronds, là, mais j'essaie de faire une démonstration qui est simple. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez créé un appel à la reproduction. Vous avez créé un espace pour que les animaux se reproduisent, d'accord? Parce qu'il y a maintenant de la nourriture disponible pour 20 animaux de plus. Donc, on pourrait faire l'argument que plutôt que de régler le problème, vous avez contribué au problème. Vous avez stimulé la reproduction et vous allez simplement être obligé de retourner sur les lieux, faire à nouveau des captures, faire à nouveau des euthanasies, mais vous ne réglez pas le problème à sa source. D'accord? Juste pour que ça soit clair, la SPA n'a pas pris de position claire et formelle là-dessus. Je pense que vous voyez clairement de quel côté je penche, mais toujours est-il qu'il n'y a pas de position claire pour l'instant. Le CSRM, c'est une alternative à la méthode traditionnelle et on pense que ça, d'une certaine façon, c'est une alternative à l'euthanasie, juste pour que ça soit clair, il ne faut pas qu'il y ait de doute. Donc, au fond, c'est un geste qui est plus éthique parce que, au lieu d'amener un chat qui ne serait pas propice à l'adoption vers sa mort, on va le stériliser et on va le ramener dans sa colonie. Ce qui fait en sorte que, pour ramener l'exemple de l'espace vital dont je vous parlais tantôt, il va récupérer l'espace vital qu'il occupait, ce qui fait en sorte que, par exemple, si on parle ici à Québec, dans le coin de l'Hôtel-Dieu de Québec, s'il y a de la migration de chats dans un secteur, bien, les autres chats ne viendront pas combler cet espace-là, puisque l'espace est occupé par un animal qui est stérilisé. Et la présentation qui nous était faite en fin de semaine tendait à démontrer qu'un animal qui est castré, et non pas vasectomisé, là, juste pour faire une nuance, va avoir moins tendance à faire des combats de chats, à migrer, à chercher à se reproduire. Donc, on va aussi traiter le problème des plaintes des résidents, parce qu'ils vont avoir moins d'inconvénients. Il va y avoir moins de chats qui vont aller uriner sur le parterre de quelqu'un pour essayer de marquer son territoire, des choses comme ça. Donc, à la fois, parce que d'une certaine façon, je pense que le débat, c'est beaucoup la cohabitation entre les animaux et les personnes. À la fois, on règle les plaintes des personnes, parce que ça, c'est un souci des municipalités qui est clair, et on pose un geste qui est éthique, c'est-à-dire qu'on évite l'euthanasie à un animal qui mérite la vie. Pour que ce soit clair, là, une des choses qu'on ne fait pas, c'est remettre un animal qui serait malade. À ce moment-là, il faudra se poser la question. Un animal qu'on appréhenderait malade, à ce moment-là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec un animal malade? Il y a pas de... Quand on est dans l'éthique, c'est bien rare qu'il y a des recettes toutes simples. C'est souvent une zone grise, donc là, on est encore une fois dans la zone grise. Autre sujet, les méthodes de dressage ou d'éducation canine sont franchement en train d'évoluer et on le voit dans la population. Ce qu'on appelle généralement la méthode traditionnelle, en bon français, c'est des coups de choker. Vous avez tous vu ça dans une école canine. Ça va être, on prend un animal et essentiellement, on essaye d'affirmer notre autorité, pour essayer d'utiliser une expression qui est neutre, en lui donnant des coups de choker, en essayant d'avoir son attention. Ce qu'on constate, c'est que les mentalités sont en train d'évoluer. Et si autrefois, ce dressage-là était, ou cette éducation-là, vous voyez même les termes, il y a même des termes qui sont controversés. Si j'utilise le mot dressage, il y a des gens qui vont me le reprocher. Donc, il y a vraiment toute une dynamique là-dedans. Je reviens à ce que je vous disais tantôt, l'émotivité est là. Donc, parfois, la rationalité ne suit pas. Toujours est-il que l'ancienne méthode de dressage, la méthode traditionnelle, avec les coups de choker, ça commence à être de moins en moins bien vu. Et on se dirige, si vous voyez sur le tableau, là, P+ versus R+, c'est même des termes que j'ai appris cette semaine, en toute sincérité. Là. Donc, P+, ça veut dire une punition. Vous affirmez une punition. R+, ça veut dire que vous affirmez une récompense. Parce que c'est un cadran, là, R-, P-, je n'embarquerai pas là-dedans, je ne saurais pas l'expliquer. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer là-dedans. Et que des comportements qui autrefois étaient jugés corrects sont de plus en plus remis en question.
je vous le dis sincèrement, la SPA non plus n'a pas pris de position là-dessus. Parce que de toute façon, notre travail à nous, ce n'est pas nécessairement de prescrire une méthode d'éducation canine. Notre travail à nous, c'est d'accueillir des animaux qui sont sans refuge et de leur retrouver un nouveau foyer. Mais cet élément-là aussi concerne le bien-être animal. Parce que ce qu'on constate, c'est que la méthode traditionnelle a tendance à créer, au moins dans une portion non négligeable des animaux, de l'anxiété. Et c'est peut-être de l'anxiété qu'autrefois, on ne diagnostiquait pas. Si je peux me permettre de faire un parallèle boiteux, tous les parallèles sont boiteux, c'est que si on avait dans nos salles de classe aujourd'hui un enseignant qui appliquait la méthode des années 1930, on le foutrait dehors à coups de pied. Bien, du côté de l'éducation des chiens, il faut commencer à réfléchir. Est-ce qu'il ne serait pas approprié qu'on évolue un peu nos mentalités? Et je vais arriver au dernier point. Ben ça, c'est notre mission habituelle. Bien, les animaux jetables. Vous le savez comme moi qu'un chiot ou un chaton, c'est pas mal plus cute qu'un chat ou un chien adulte. Et il y a toujours cette tendance-là. On la voit encore. Des gens qui vont aller adopter un chiot ou un chaton. Cette semaine, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu beaucoup de cas de perroquets qui m'ont été rapportés. Les cas des perroquets sont particulièrement intéressants et ils illustrent la problématique particulièrement bien parce qu'il y a des perroquets qui vont vivre 80 ans. Quand vous adoptez un perroquet, c'est un engagement que vous prenez pratiquement plus longtemps que votre propre vie, parce que c'est bien rare que vous allez adopter un perroquet à naissance, à votre naissance, je veux dire. Donc, cette mentalité-là des animaux jetables, je prends l'exemple des perroquets, ce qui arrive assez fréquemment, c'est que des gens vont adopter un oiseau exotique comme celui-là, qui sont des oiseaux plutôt sauvages, rarement vraiment domestiqués, et vont l'adopter. L'animal requiert de l'attention, va arriver à sa maturité sexuelle, va requérir encore plus d'attention qu'à l'habitude. Là, la personne va soit devenir en couple ou avoir des enfants, aura moins d'attention à apporter à l'animal. L'animal va commencer à avoir des comportements de plus en plus excentriques, problématiques. Et malheureusement, ce qu'on va faire, c'est qu'à un moment donné, on est tanné, on ouvre la fenêtre, on envoie l'oiseau dehors, ciao, bye, les problèmes sont finis. Donc, et ça, c'est un animal qui a une durée de vie qui peut osciller entre 10, 40 et 80 ans. Donc, si vous prenez un animal comme celui-là, je trouve que l'exemple des perroquets est particulièrement probant. Vous l'avez 4 ans et vous vous en débarrassez par la suite. Ce n'est pas un animal que vous voulez, c'est un Kleenex. C'est un animal jetable. Les mentalités sont en train d'évoluer. Si vous voulez vous confirmer que les mentalités n'ont pas encore assez évolué, je vous invite à venir à SPA. Notre prochaine panéliste est la docteure Caroline Kilsdon. Tantôt, M. Tremblay disait, bon, lui, il ne fait pas partie des chercheurs universitaires comme les prochains conférenciers. Moi non plus. Moi, je suis un peu comme entre les deux parce que les médecins vétérinaires, il y en a qui sont des chercheurs. Il y en a dont je vais parler tantôt qui font beaucoup de recherches justement sur le bien-être animal et comment l'améliorer. Et je suis aussi dans la présidente, dans la même organisation de médecins vétérinaires qui sont directement sur le terrain, dont certains qui travaillent dans des refuges aussi, et vraiment qui sont directement sur le terrain là, avec les gens et leurs animaux. Personnellement, moi, je suis arrivée de façon toute naturelle avec une perspective large là, sur le bien-être animal. J'ai grandi sur une ferme. À l'époque, on n'avait pas de chien dans la maison, là, sur la ferme. Maintenant, j'ai 3 caniches royaux dans la maison. Tu sais, c'est sûr que puis il y a toute une question d'évolution sociale aussi au cours des 40 dernières années qui est très, très, très notable et qui transparaît beaucoup dans la profession dont je dirige l'ordre professionnel, devrais-je dire, pour être plus précise. Donc, l'Ordre des médecins vétérinaires est composé de plus que 2600 membres qui sont des médecins vétérinaires qui sont inscrits au tableau. Il peut y en avoir qui ne font pas d'actes de pratique, là, qui ne sont pas inscrits. Le mandat de l'Ordre est la protection du public en faisant la promotion d'une médecine vétérinaire de qualité, l'amélioration du bien-être des animaux,
le maintien de la santé publique, et puis on est aussi un organisme de référence. On a donc un rôle sociétal. On peut être consulté, comme l'ensemble des ordres professionnels, quand des enjeux de société touchent notre profession. Puis c'est dans ce cadre-là aussi que j'ai témoigné à la commission parlementaire. Moi, j'aime beaucoup dire que dans la mission de l'Ordre, là, quand on parle de protection du public, bien, le public en médecine vétérinaire, c'est très intéressant parce qu'on peut passer des jours à essayer de le définir. Est-ce que c'est nos animaux qui sont nos clients? Est-ce que c'est l'ensemble de la population animale? La population animale d'animaux domestiques? La population animale en général? On pourrait le définir de toutes ces façons-là. On pourrait aussi le définir comme étant le public humain. Est-ce que c'est nos clients? En partie, c'est ça. Est-ce que c'est le public de propriétaires d'animaux en général? Ça peut être ça aussi. Et ça peut être vu comme le public, toute la population humaine en général, étant donné que les médecins vétérinaires travaillent beaucoup à la protection de la santé publique humaine aussi. Les domaines d'exercice des médecins vétérinaires, OK, vous voyez là toute la liste, je vais passer vite, et puis tantôt on reviendra un peu. Les animaux de compagnie, bovins et autres ruminants, équins, les grandes populations, c'est-à-dire les industries porcines et aviaires, donc porcs et volailles, la santé publique, les refuges, en recherche et en enseignement, les compagnies pharmaceutiques, des laboratoires de diagnostic, les jardins zoologiques et la faune. Il y a des médecins vétérinaires qui travaillent dans tous ces secteurs-là et je tiens à dire que tous les médecins vétérinaires, par définition, se sentent concernés par le bien-être animal parce que c'est dans la définition même de la profession. Si on s'occupe de la santé de l'animal, automatiquement, on s'occupe de son bien-être. Un animal en santé va avoir un meilleur bien-être qu'un animal malade, bien sûr. Et la profession va bien au-delà de ça aussi, et de plus en plus. Je dirais qu'il y a, justement dans ma jeunesse, là, à l'époque où j'étais sur la ferme familiale, le rôle des médecins vétérinaires à cette époque-là était beaucoup plus curatif. Il y avait des problèmes, on appelait le vétérinaire, on essayait de régler le problème. De plus en plus, on fait beaucoup de prévention dans de nombreux domaines. Je ne vous dis pas que c'est parfait partout, il n'y a personne qui dit ça. C'est pour ça qu'on continue à vouloir de l'amélioration de façon continuelle le plus possible. Là, je vais juste faire une petite... quand on parle une petite note, là, quand on parle de bien-être animal, c'est un peu malheureux, mais souvent, on se limite presque aux mammifères. Puis même parmi la profession vétérinaire, ça se limite beaucoup aux mammifères. Il y a un peu d'autres espèces qui sont représentées qui sont traitées par des médecins vétérinaires qui sont dans des secteurs plus rares, là, mais la grande majorité des cas sont des mammifères. Puis souvent, quand on parle de bien-être animal, bien, on oublie les autres populations. Ça fait que je voulais juste ajouter une toute petite note sur ce sujet-là. Je voulais un peu ramener, je vous l'ai dit, j'ai fait une maîtrise en bioéthique, mais je ne suis pas une grande philosophe, mais je voulais quand même amener deux petits courants de pensée qui peuvent présenter nos différentes façons de concevoir les soins et le bien-être animal. On parle de care, c'est un mot qui est mal traduit, on parle de soins à autrui aussi. L'éthique du care, on l'appelle aussi l'éthique de la sollicitude. C'est quelque chose qui s'applique très bien quand on s'occupe d'un animal ou d'une personne à la fois envers un individu. On va diriger beaucoup de notre attention envers cet individu-là, ses besoins. On va essayer d'y répondre le plus possible. Et c'est une très bonne chose. Vous comprendrez que je vais vous présenter les deux approches là, un peu que je présente comme étant toutes les deux très bonnes et que chacune ne peut pas être notre seule façon de voir les choses. Cette éthique-là est beaucoup basée sur des émotions. On a des émotions qui nous portent à prendre soin d'autrui. On a tous ça à différents degrés en nous. Ça a beaucoup de place dans notre soin envers les individus, comme je le disais. Il y a un facteur qui joue beaucoup dans cette éthique-là, malheureusement,
c'est le facteur cute, OK? En anglais, ils disent le cute factor. Plus un animal est mignon, bien, plus on va avoir tendance à ressentir d'émotions et à avoir envie de s'en occuper. OK, le petit chiot qui est là, c'est extraordinaire, mais même, il y a des études qui ont montré que les espèces, au cours du processus de domestication, prennent de plus en plus des proportions qui ressemblent au nouveau-né. Vous voyez, imaginez là, les yeux un peu plus grands, la tête un peu plus grosse par rapport aux proportions du corps, etc. Alors déjà, les animaux domestiques ont des proportions qui vont nous amener plus à provoquer des émotions en nous, puis vouloir nous motiver à nous en occuper. Ici, c'est moi avec là, un chercheur que qui m'a beaucoup inspiré, que je respecte beaucoup. Et lui, c'est un chercheur en neurosciences et il a beaucoup travaillé sur la neuroendocrinologie, donc le système nerveux et les hormones qui sont en interaction lorsqu'on prodigue des soins. Le modèle de base pour ça, c'est évidemment le modèle maternel, mais les mêmes systèmes sont activés, les mêmes mécanismes sont activés quand vous regardez votre animal de compagnie avec amour, quand vous vous occupez de quelqu'un que vous aimez ou dans toutes ces relations de soins-là, c'est les mêmes mécanismes. La petite chienne qui est là, elle a donné naissance chez moi, je peux vous dire, elle n'a pas eu besoin qu'on y explique comment prendre soin de ses chiots. Dès qu'il était né, là, elle savait très, très bien quoi faire. Alors, il y a une part de ces comportements-là qui sont vraiment innés, qui n'ont pas besoin d'apprentissage. L'environnement peut nuire à leur expression, mais ils n'ont pas besoin d'apprentissage pour ça. L'autre image, je voulais illustrer que ces mêmes mécanismes-là sont en action quand il y a des interactions entre espèces. Si on est bien socialisé à une autre espèce, les autres mécanismes vont entrer en action en même temps. Ça nous amène tout naturellement à l'empathie. On s'attend à ça, l'empathie, quand on regarde des primates, parce qu'ils nous ressemblent tellement, mais je veux vous souligner le fait que des rongeurs, particulièrement les espèces plus sociales de rongeurs, tous les mammifères, en passant, manifestent de l'empathie, mais ce que je veux dire, c'est que même des rongeurs qui nous semblent des animaux pas très, qui nous donnent pas l'impression d'être les animaux les plus intelligents, eh bien, ces animaux-là sont capables de faire des gestes simplement pour soulager la détresse d'un autre. Alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a ça en nous, de prendre soin des animaux, et que c'est très profond en nous. Comme je le disais tantôt, c'est très bien qu'on ait ça en nous, mais il faut être conscient que parfois, ça peut nous porter à des actions qui ne sont pas tout à fait rationnelles. Là, j'ai mis un exemple d'un chien. Tu sais, vous allez en voyage à un endroit, vous voyez des chiens errants. Il y a des centaines de chiens errants. Vous décidez de... Des fois, il y en a qui réussissent là, à tricher le système un peu puis ramener l'animal ici, même s'il n'y a pas tous les tests de santé, OK? Mais vous avez pitié de cet animal-là, vous voulez vraiment bien faire. Mais là, vous arrivez ici et c'est possible que vous arriviez ici, que ça provoque une épidémie d'influenza, tout ça. Alors, c'est juste pour dire qu'il faut toujours garder une petite part de pensée rationnelle, même quand on agit envers un individu. De la même façon, quand on traite une population, il faut aussi qu'on garde une certaine préoccupation pour le bien-être des individus. Ce n'est pas parce qu'on traite une population de 1000 animaux qu'on ne doit plus du tout se préoccuper du bien-être de un. Mais vous comprenez que l'équilibre ne sera pas le même selon les situations. Ça m'amène à ce qu'on appelle l'utilitarisme. L'utilitarisme, ce n'est pas qu'on utilise juste les animaux qui nous sont utiles. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va guider nos actions selon les conséquences de nos actions, les conséquences positives. Et ça, il y a des philosophes qui ont élaboré des modèles là, pour un altruisme efficace. Ça, c'est pour de l'altruisme et de la charité là, du côté humain. Donc, eux, là, ils mesurent vraiment l'impact de chacune des interventions qui sont faites pour être sûrs que l'efficacité de leurs interventions est maximisée. Alors, vous voyez qu'entre les deux, il y a d'un côté les émotions, de l'autre côté, il y a une espèce de logique presque mathématique pour que les interventions soient le plus efficaces possible. Entre les deux, il y a toute une zone là, d'équilibre où on peut prendre soin à la fois de l'individu et de l'ensemble de la population. Chez les animaux de compagnie, je veux vous dire qu'il y a énormément de progrès qui ont été faits. Évidemment,
du côté des avancées médicales. Le défi pour nous est de garder l'accessibilité des soins tout en conservant, pour nous en médecine vétérinaire, de garder une certaine accessibilité à la population tout en gardant une bonne qualité de soins. Du côté des bovins, je veux mentionner qu'il y a beaucoup de conscientisation qui s'est faite là, sur leur milieu d'environnement, l'espace qui leur est dévolu, la ventilation, etc., pour faire beaucoup de prévention des différentes maladies. Pour les animaux de compagnie, je voulais mentionner qu'il y a 2 initiatives présentement qui sont prises par différents vétérinaires. Des initiatives pour avoir des interventions en clinique vétérinaire qui sont low stress, cause le moins de stress possible aux animaux. Et aussi, il y a beaucoup de vétérinaires qui commencent à refuser en tout cas, disons que ça s'amplifie beaucoup comme mouvement, qui refusent de faire des dégriffages. Je viens maintenant aux équins, qui sont un peu, des fois, entre un animal de compagnie et un animal de fonction. Alors, ça amène une grande diversité dans les demandes de la clientèle. Il y a vraiment puis aussi une grande... ils sont beaucoup disséminés à travers le territoire. Pour les grandes populations, aviaires et porcs, ça aussi, il y a eu beaucoup de sensibilisation qui a été faite là, sur l'espace dont ils ont besoin, etc. On ne dit certainement pas que tout est parfait, mais les améliorations sont considérables. Il y a eu un prix, je crois que c'était l'année dernière, avec la stratégie québécoise de bien-être, qui avait une initiative pour certifier des élevages de poules pondeuses, certifiés pour le bien-être animal. Et c'est une initiative qui a vraiment eu un grand succès et qui est régie par le Bureau de la normalisation. Les refuges, on a évoqué tantôt quelques aspects sur lesquels je ne reviendrai pas. Je vais, par contre, peut-être juste mentionner le fait que les défis des refuges sont amplifiés du fait que, comme société, on accepte de moins en moins que des grands nombres d'animaux soient euthanasiés. La santé publique, OK, du côté de la santé publique, écoutez, c'est justement un domaine où il faut vraiment regarder le groupe plus que l'individu et prévenir tout ce qui peut se produire pour l'ensemble de la population, tant humaine qu'animaux. Les jardins zoologiques et la faune sont d'autres secteurs d'action. Tous ces secteurs-là, vous le comprenez, les laboratoires de diagnostic nous emmènent à poser des diagnostics et faire des interventions de plus en plus ciblées et précises, donc des meilleurs soins. En recherche, en enseignement, on utilise de moins en moins d'animaux pour l'enseignement. De toute façon, je vous dirais que les étudiants l'accepteraient de moins en moins. Alors, je pense que tous les groupes contribuent à l'avancement dans ce dossier-là. Je veux mentionner aussi beaucoup de recherche qui est faite sur le bien-être animal. À la Faculté de médecine vétérinaire, de plus en plus, il y a un groupe qui s'appelle le GREPAC où on fait de la recherche sur la douleur, sur les expressions faciales des animaux pour identifier la douleur, aussi pour développer des modèles pour mesurer le stress chez les animaux. Les compagnies pharmaceutiques travaillent au même avancement. Mais je reviens sur le concept de départ, tant de conception du bien-être animal, OK, et dans tous les cas, à la fois le raisonnement et le cœur doivent y être. Je pense que tous les gens qui travaillent avec les animaux partagent cette volonté-là. Je pense que la grande majorité des médecins vétérinaires se sont dirigés vers cette profession-là pour cette raison-là, par volonté d'améliorer le sort des animaux. Le bien-être et l'Ordre des médecins vétérinaires. L'Ordre des médecins vétérinaires a un comité qui se penche sur plusieurs enjeux de bien-être. On n'a pas des énoncés de position sur tous les enjeux qui peuvent vous intéresser, c'est sûr, mais on les suit tous. On a vraiment un comité actif, on suit ça, on en débat, on y réfléchit, on échange entre nous. Entre les réunions du comité, on est très actif par courriel à tout moment, on surveille tout ça.
Je pense que la profession vétérinaire a un rôle d'éducation, c'est sûr. L'ensemble des membres et l'ordre lui-même. On siège aussi sur la stratégie québécoise de bien-être des animaux, qui est une de nos façons d'intervenir. Alors, on a adopté des positions aussi sur la codectomie, là, le taillage de queue et l'essorillement, c'est-à-dire la taille des oreilles pour des raisons esthétiques. Entre autres choses, les méthodes d'éducation, nous, on a adopté un énoncé de position là-dessus. Évidemment, on n'a pas le pouvoir de l'imposer à tout le monde, mais on peut adopter des positions même sur ce qui ne relève pas de notre champ d'application à nous-mêmes. Donc, les médecins vétérinaires, par l'éducation, par la recherche, je pense qu'ils veulent beaucoup participer à ces efforts-là. Et en même temps, il faut qu'ils réussissent à répondre aux besoins de la clientèle. Alors, pour les gens qui participent avec leurs animaux à toutes sortes d'épreuves, ça prend des médecins vétérinaires qui sont au service de ces animaux-là, parce que c'est notre premier devoir déontologique de soigner les animaux qui ont besoin de soins. Bernard Corail, qui est détenteur d'un doctorat en marketing. Bonsoir tout le monde. Merci aux responsables en fait, de la chaire de m'avoir convié à ce panel-là et puis à vous aussi pour votre temps que vous avez mobilisé pour ces échanges-là. Je pense que en fait, la thématique de ma présentation elle est symptomatique de l'angle que je vais aborder dans cette présentation-là. Donc, une perspective très consommateur. Donc, essayer de voir un peu comment est-ce que cette notion de bien-être animal-là, elle se laisse approprier en fait par les consommateurs et puis analyser ensemble les différents angles en fait sur cet aspect-là. Donc rapidement pour commencer en fait, cette petite image en fait de Arturo, je ne sais pas si vous avez souvenance, durant l'été 2016 en fait c'est un petit ours là qui a créé une forte commotion à travers le monde de par ses conditions en fait de captivité. Donc, il est mort dans d'énormes souffrances psychologiques, détresse énorme. Et ce sinistre cas en fait, d'Arturo en fait, a contribué à amplifier la résonance médiatique en lien avec le bien-être animal. Voilà. Donc, bien-être animal, on le sait, c'est un concept hyper d'actualité. Et récemment, en fait, avec la politique agricole du Québec qui a été communiquée, on se rend compte qu'il y a une volonté justement de pousser en fait, les consommateurs à consommer des produits locaux. Donc ça suppose que ce consommateur-là sera de plus en plus regardant en fait, de l'origine des produits qu'il consomme, donc de la traçabilité, savoir exactement, mais la viande qui est dans mon assiette, elle provient d'où? Est-ce que cette viande-là, l'animal a été bien traité? Donc vous voyez, autant de choses qui sont reliées en fait, à ce concept de bien-être-là qui vont amplifier en fait, son importance. Et ce qui est intéressant en fait avec cette notion de bien-être, au-delà même de l'aspect beaucoup plus médiatique, c'est le fait que cette notion de bien-être-là rejoue en fait les enjeux de durabilité. Et moi, je m'intéresse justement à ces enjeux-là. Et rapidement, pour vous contextualiser, selon les recherches, c'est à peu près de 1 à 66%, de surcroît de coût qu'un producteur, un éleveur, devra supporter s'il veut mettre en fait son système d'élevage aux normes en fait, de bien-être animal. Donc vous voyez que si je suis un éleveur, je suis amené à réfléchir à deux fois. Est-ce que je m'intéresse au bien-être ou est-ce que je le fais? Est-ce que ça sera en fait économiquement viable en fait pour ma ferme? Vous voyez, donc il y a ces enjeux-là qui sont reliés. Aussi des enjeux au niveau sociétal, il y a une croyance populaire qui voudrait que toutes les viandes, la viande heureuse, donc c'est des concepts consacrés pour le bien-être. Donc la viande heureuse a un niveau de tendreté nettement meilleur que les viandes classiques. Donc déjà, vous voyez que cette notion de bien-être-là, elle est aussi reliée en fait aux valeurs nutritives, aux qualités nutritives des aliments que nous consommons. Vous voyez, donc c'est pour plus ou moins en fait dresser le lit en fait de l'importance de cette notion-là. Et ce qui est encore plus complexe, c'est que de plus en plus, toute la littérature, que ce soit dans le domaine en fait comportement du consommateur, met un point d'honneur au fait que pour que cette notion de bien-être-là soit diffuse dans la population, ça prend le soutien effectif de qui? Du consommateur. Donc le consommateur qui devient en fait la pierre angulaire, la pierre pivot justement de cette appropriation-là. Et moi, ce que je vais faire aujourd'hui, en m'intéressant en fait aux consommateurs, je vais accentuer en fait ma présentation sur 3 angles. Donc un éclairage sur 3 éléments, la mutation même dans la figure du consommateur, la conscientisation sociale qui découle de cette figure du consommateur-là, et puis l'évolution du rapport animalier qui va nous permettre en fait de comprendre justement
comment est-ce que les consommateurs se comportent par rapport en fait à cette nouvelle tendance-là. Donc, premier élément rapidement, pour les théoriciens en comportement du consommateur, on déclare que nous sommes dans une ère postmoderne. Donc, l'ère postmoderne se caractérise par quoi? Par un détachement avec une vision traditionnelle d'un consommateur qui était uniquement rationnel. Donc, le consommateur rationnel, c'est celui qui va acheter un produit juste pour ses attributs fonctionnels. De plus en plus, le consommateur moderne, vous et moi, on ne recherche pas simplement la gratification fonctionnelle du produit, mais au-delà de cela, lorsqu'on achète un bien, il faudrait que ce bien-là aussi puisse répondre à nos valeurs en tant que consommateur. Donc, il faudrait que notre produit qu'on consomme réponde aussi aux nouvelles inflexions du monde. Et cela entre en plein dans cette définition du consommateur, qu'on appelle consommateur, tout simplement parce que la consommation devient un peu comme un acte politique. Donc, quand j'achète un produit, c'est un acte politique que je pose. Donc, j'adhère à une cause, j'adhère à une vision. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, pour parler en des termes économiques, un bon produit, ce n'est pas simplement un produit qui va satisfaire les besoins rudimentaires, fonctionnels du consommateur, mais c'est un produit qui va permettre aussi de satisfaire aussi bien les besoins rudimentaires, mais aussi des besoins beaucoup plus épistémiques. Donc mes valeurs, est-ce que le produit rejoint mes valeurs en quelque sorte? Et ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle vision du consommateur-là va affecter justement, va contribuer en fait à une émergence d'une conscience sociale collective à l'égard justement du bien-être animal. Donc cette conscience-là, elle est née depuis les travaux de Ruth Harrison, justement, qui a été la première justement à s'intéresser en fait à ces questions de bien-être-là. Et après son ouvrage, il y a eu beaucoup de crises alimentaires qui ont poussé des consommateurs à se méfier justement des producteurs. Je veux savoir un peu qu'est-ce que je mange, est-ce que ce que je mange est sain, ainsi de suite. Vous voyez un peu, donc, cette méfiance-là a suscité en fait une adhésion collective des consommateurs pour tout ce qui est notion de bien-être. Autre élément aussi qui entre en ligne de compte dans cette émergence de conscience collective, il y a une évolution du statut juridique de l'animal. Donc, on est passé d'une vision très instrumentale de l'animal à une vision beaucoup plus humaniste. Donc, l'animal, ce n'est plus simplement celui qui va me permettre en fait de pouvoir manger, là, mais écoutez, il faut que je sois humain, même si je le consomme, mais est-ce qu'on a pris soin de cet animal-là? Donc, cette vision humaniste, elle est très importante pour capter un peu les comportements des consommateurs à l'égard de cette notion de bien-être-là. Autre élément aussi intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup de développement au niveau de nouvelles sciences, telles que l'éthologie, les sciences vétérinaires, qui ont apporté en fait une compréhension différente, qui ont montré que les animaux, hormis l'aspect animal ou l'aspect entité animale, mais c'est des êtres qui sont doués de raison également, qui réfléchissent, qui ont des émotions. Donc il faut tenir compte de ces aspects-là lorsqu'on essaie en fait de pouvoir en fait transiger avec eux. Autre élément aussi qui est super intéressant, on se rend compte de plus en plus que cette notion de bien-être vue du côté du consommateur a induit de fortes pressions sur la chaîne logistique. Vous allez voir aujourd'hui, de grands joueurs comme McDo ont décidé justement d'arrêter tout ce qui est œufs, consommation d'œufs en élevage conventionnel. Donc de plus en plus, on préfère en fait tout ce qui est œufs en élevage de liberté. Vous voyez, donc tout ça, ce sont des éléments aussi qui sont super importants, qui montrent à quel point la force du consommateur a une influence justement sur la chaîne logistique. Et récemment, en fait, je lisais un article où on nous présentait en fait un grand joueur de la distribution alimentaire britannique, Whole Foods, qui lui, par exemple, a interdit en fait la consommation de foie de gras, tout simplement parce que les animaux étaient gavés, tout ça. Donc eux, ils ont pris la décision, eux, d'arrêter de vendre ce type de produit-là pour répondre en fait à ces exigences-là de bien-être animal. Voilà. Donc vous voyez un peu où est-ce que cela peut partir. Et pour terminer en fait cet aspect, cette mise en contexte-là, il y a une évolution de plus en plus croissante du rapport qu'on a à l'animal. Selon les statistiques qui sont présentées, au Québec, c'est environ 45% de ménages qui ont un animal de compagnie. Et ce qui est quand même drôle dans cette affaire-là, c'est que récemment, il y a une étude qui a été faite pour comprendre un peu la baisse de la consommation de lapins en France. Et les études ont montré des résultats super intéressants. Les petits garçons refusaient de manger la viande de lapin en France, tout simplement parce qu'ils voyaient à travers le lapin le petit frère à la maison. Donc, c'est mon petit frère, donc c'est un peu comme un acte de cannibalisme si je mangeais en fait ce lapin-là. Donc, vous voyez à quel point ce rapport à l'animal, en fait, va affecter aussi, vous voyez, ces tendances de bien-être-là. Et dans la littérature, on parle même de sentience animale pour reconnaître en fait ce caractère émotif, émotionnel qui est relié à l'animal. Vous voyez un peu donc, déjà, je fais un peu le portrait pour vous montrer un peu c'est quoi les changements de manière sociologique qui ont amené en fait à cette prise de considération au niveau des aspects beaucoup plus bien-être animal et consorts.
Et aussi, il y a un lobbying important qui a été mené par des groupes de défense des animaux, la Fondation Brigitte Bardot, PETA, que vous connaissez, qui, eux aussi, ont permis justement à l'opinion publique d'être énormément sensibilisée, aux consommateurs d'être énormément sensibilisés. Donc, je ne vais pas trop m'appesantir sur ces différents points-là. Au niveau de la recherche académique, en France, par exemple, il y a un centre de recherche qui est à l'INRA, en France, qui est uniquement destiné justement à ces questions de bien-être. À l'Université Laval également, il y a plusieurs chercheurs qui s'intéressent justement à cette notion de bien-être. Et puis les travaux qu'ils font sont portés, en fait, sont vulgarisés et permettent en fait aux consommateurs de prendre connaissance de l'importance en fait de ces problématiques-là. Il y a les dispositions légales aussi qui ont été mises en place et récemment il y a eu l'amendement de la loi civile québécoise qui conférait un nouveau statut juridique. Monsieur Tremblay en a parlé tout à l'heure. Donc c'est autant de changements en fait au niveau culturel qui vont affecter justement ce désir-là de tendre vers un mieux-être en termes de bien-être animal. Et tous ces éléments, tous ces facteurs-là conjugués ensemble vont faire que les consommateurs auront une attitude favorable à l'égard du bien-être. Donc selon les statistiques, 64% des citoyens en fait, de l'Union européenne affirment être prédisposés en fait, à acheter des produits promouvant en fait, un niveau de bien-être. Au Canada, c'est près de 96% des Canadiens qui trouvent qu'il est important de traiter les animaux de la ferme de manière humaine. Et parmi ces 96%, là, il y a 31% qui se disent très préoccupés, en fait. Donc, vous voyez déjà que c'est une niche de marché très intéressante, en fait. Vous voyez, parce qu'il y a un besoin de ces personnes-là de pouvoir payer pour le bien-être animal. Et cette attitude favorable, là, elle se transpose aussi à travers les consentements à payer. Vous voyez, il y a une étude, en fait, qui a été réalisée par nos collègues doyens au Bergeron qui ont montré que les consommateurs sont prêts à payer 2,23 $ en surplus de prix pour une douzaine d'œufs de poule produites selon les normes, vous voyez, les normes de bien-être animal. Vous voyez, on savait tout dire. Donc un consommateur qui est prêt, aux États-Unis, c'est près de 19 à 21%. Dans l'Union européenne, c'est entre 19 et 23%. Donc vous voyez que si on se fie à ces chiffres-là, il y a une attitude favorable à l'égard du bien-être chez le consommateur et il est aussi prêt en fait, à le payer. Mais ce qui est quand même bizarre, c'est que lorsqu'on va sur les marchés, on se rend compte que ces attitudes-là restent uniquement du domaine de la vertu. Il faut faire très attention parce que ces études-là ne tiennent pas compte de la réalité réelle des consommateurs. C'est des études déclaratives. Si je vous pose la question de savoir est-ce que vous êtes prêt à payer pour le bien-être, écoutez, bien des désirabilités sociales, tout le monde est prêt. C'est la vertu. Vous voyez ? Et on s'est intéressé justement à comprendre pourquoi est-ce que ces attitudes positives-là ne se convertissent pas réellement en comportement d'achat concret. Donc, pour comprendre en fait justement ces facteurs d'asymétrie-là, j'ai relevé en fait quelques points qu'on va essayer de discuter ensemble. Premier élément, la conception même qu'on a du bien-être. C'est quoi le bien-être pour un consommateur? Selon la définition scientifique qu'on a, le bien-être, c'est 3 grands piliers. Donc, assurer des conditions pour l'animal, assurer que l'animal ne puisse pas souffrir, ainsi de suite, et puis s'assurer qu'il ne tombe pas malade, ainsi de suite. Vous voyez, donc on a quand même 3 grandes solitudes qui nous permettent de comprendre cette notion de bien-être animal là. Mais dans la pratique, on se rend compte que la définition que le consommateur a de ce que c'est que le bien-être animal, c'est un peu ça, ce qu'il voit à la télévision. Donc pour un consommateur, quand je vois ça, ça c'est un état de mal-être animal. Ouais, donc la définition à lui, c'est ça. Et si vous voyez, si vous analysez bien l'image, vous allez vous rendre compte que pour le consommateur, ce qui est bien-être animal porte essentiellement sur les dimensions corporelles de l'animal. Donc si je vois un animal en fait qui pèse ses plumes, pour moi, écoutez, ça, c'est pas bien. Mais par contre, l'animal peut ressentir en fait un stress psychologique qui est difficile à évaluer. Donc à partir du moment où on n'a pas de critères objectifs pour évaluer certains aspects, le consommateur, il part là dans son évaluation, il part biaisé dans son évaluation. Vous voyez? Autre aspect également, c'est un peu ça, la communication marketing. Vous allez voir que si des cannes de lait, là, ce qu'on nous montre, c'est les animaux qui sont dans des pâtures, qui marchent, qui sont dans un état de bien-être dans la faune, et ainsi de suite. Mais le problème, c'est que la réalité est complètement différente. Ce n'est pas ça. Donc le consommateur, lorsqu'il prend une décision d'achat, pour lui, son bien-être à lui dans la tête doit ressembler à ça, ce qui n'est pas forcément la réalité. Donc déjà, cette asymétrie de vision, je dirais, communicationnelle, fait que sur le terrain, on a du mal en fait à poser l'acte d'achat. Autre facteur aussi, c'est l'éloignement progressif entre la production et la consommation. J'ai été sidéré, moi, personnellement, de constater que près de 18% des consommateurs ont une expérience avec le monde végétal. Donc, prenez tous les consommateurs, 18% savent c'est quoi les techniques. Donc, ça suppose que moi, qui ai pendant longtemps vécu
dans la ville, je ne sais absolument rien des techniques d'élevage. Comment est-ce que je suis capable en fait, de définir ce que c'est que le bien-être d'un animal? Je ne sais absolument rien. Donc cet éloignement là aussi est la cause justement d'une mauvaise information du consommateur à l'égard même du concept de bien-être. Autre élément aussi, distanciation entre le produit et l'animal d'origine. Et on s'est rendu compte que de plus en plus, ce que les consommateurs vont faire, ça c'est des mécanismes psychologiques qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de dissocier en fait la nourriture qu'ils vont manger, la viande dans leur assiette, de l'animal en fait qui a été abattu. Donc le consommateur, pour lui, ce que je mange, c'est de la viande. Je vais anonymiser cette viande-là pour ne pas que ça me rappelle en fait l'origine de l'animal. Vous voyez, donc on va essayer d'opérer une déconnexion entre ces différents aspects-là. Et le dernier point, le déni de responsabilité. Donc, quand on interroge les consommateurs, quand on leur pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce que vous n'adoptez pas suffisamment de mesures pour le bien-être? Non, écoutez, c'est la responsabilité des éleveurs. Moi, en tant que consommateur, je paye pour un label, donc ça me protège. C'est l'éleveur qui est en charge justement de mettre en place ces mécanismes de bien-être pour l'animal, pas le consommateur que je suis. Donc, vous voyez, donc ce déni de responsabilité aussi est à la base justement de cette asymétrie que j'ai présentée tout à l'heure. Et finalement, la rationalisation. Donc, rationalisation pour dire simplement, écoutez, c'est pas grave, un animal, il doit souffrir pour que je vive, là. Il faut que j'ai ma liberté, là. Il faudrait qu'un animal aussi puisse souffrir. Donc, je dois manger ma viande, et puis si l'animal souffre, ce n'est pas bien grave. Je vais essayer de le rationaliser de cette manière-là, et puis me dire que l'animal, il sert à mes objectifs en tant que consommateur. Voilà. Donc, vous voyez que où est-ce que le consommateur peut partir, en fait, dans cette forme de rationalisation. Et finalement, les labels, en fait, qui sont un mécanisme de confusion totale. Donc, je ne vais pas trop y revenir tout à l'heure avec les questions. Je vais essayer, en fait, d'élaborer. Donc, j'ai voulu terminer, en fait, cette présentation-là avec des questions prospectives rapidement, et puis discuter avec vous. Le bien-être animal, motivation altruiste ou égoïste? Est-ce que le consommateur qui décide de soutenir une cause de bien-être, est-ce qu'en réalité, c'est la cause qui l'intéresse ou c'est la qualité nutritionnelle en arrière? Parce que les études montrent que un animal qui est en de bonnes conditions, il y a la tendreté de la viande en fait, qui est affectée. Donc le consommateur se dit, écoutez, si je paye pour du bien-être, j'aurai une bonne viande à la fin. Est-ce que les motivations égoïstes du consommateur priment sur les motivations zoocentriques, pardon? Donc là, il y a quelque chose en fait à voir. Et comment le consommateur peut-il évaluer le bien-être animal au niveau de ses dimensions autres que corporelles? Donc, le stress, ça s'évalue comment? Un poisson qui est stressé, ça ressemble à quoi? Vous voyez, récemment, j'ai lu que les poissons étaient stressés. Là. J'étais vraiment étonné. J'ai approfondi ma lecture. Je me suis rendu compte qu'il y avait des critères, des indicateurs pour identifier le stress du poisson. Vous voyez un peu donc. Et puis finalement, la problématique de la distanciation psychologique. Le bien-être d'une truite, d'un poisson versus le bien-être d'une poule, est-ce que c'est comparable? Parce que nous, en tant que consommateurs, on est beaucoup plus habitués à avoir des poules, des vaches. Mais quand on va dans des domaines qu'on connaît moins, est-ce qu'on serait plus sensibilisé en fait, à rechercher le bien-être de ces animaux-là? Donc, une question aussi qui reste en suspens. Et puis, phénomène de mode ou phénomène de prise de conscience? Est-ce que c'est une mode ou une prise de conscience? Et puis, est-ce qu'à long terme, le bien-être demeurera un critère de différenciation aux yeux du consommateur? Aujourd'hui, c'est sûr qu'il est prêt à payer un prix, mais est-ce que dans 10 ans, quand tout sera normalisé, est-ce qu'il sera prêt en fait, à payer en fait, pour cet attribut de différenciation-là? Donc, autant de questions qu'on aura le temps de discuter tout à l'heure. Merci, merci à vous. Merci. Notre dernière panéliste, Sabine Brel. Alors, depuis que je suis toute petite, donc là c'est moi avec mon grand frère de l'époque, Raja, eh bien j'ai un rêve. Comme disait Martin Luther King en 63, j'ai un rêve. Dans son fameux discours, il appelait de ses vœux un monde où les êtres humains ne seraient plus discriminés sur la base de leur apparence, mais seraient considérés pour leurs valeurs propres. Et j'ai ce même rêve étendu aux animaux. Je rêve d'un monde où l'harmonie sera étendue à toute la communauté animale, entre les humains et les animaux, puisque nous faisons partie de cette communauté animale. Je rêve d'un monde où les humains auront pris conscience du caractère sacré de la vie, et mettront un terme aux souffrances évitables qui sont infligées aux autres animaux. Je rêve d'un monde où les humains feront preuve de plus d'humilité et apprécieront non plus leur supériorité, mais leur spécificité, comme celle de toutes les autres espèces, sur un pied d'égalité. Je rêve d'un monde où la justice ne sera plus limitée à quelques-uns, soit ceux qui peuvent exercer leur puissance de domination sur les êtres vulnérables qui subissent tant d'injustices. Je rêve d'un monde où la justice sera véritablement juste envers tous, humains et animaux,
et où les intérêts à vivre, à être libre et à ne pas être maltraités seront défendus par le droit. En bref, vous l'avez compris, je rêve d'un monde de paix, où chacun pourra vivre en paix avec les autres, et d'un monde plus juste, plus sain et plus équitable pour tous, tout simplement. Et ce, pour le mieux-être des générations présentes et futures, qu'elles soient humaines ou animales. Il est important pour moi de relever cela parce que chacun peut participer à ce changement et à la réalisation de ce rêve. Quant à moi, j'ai décidé de faire de ce rêve mon objectif de vie, à la fois sur le plan personnel, en adoptant une philosophie, une éthique de vie qui puisse permettre d'éviter les souffrances inutiles infligées aux autres animaux, et également sur le plan professionnel, en me consacrant au droit du bien-être animal. Et j'ai adopté dans mes recherches une approche globale du droit du bien-être animal, notamment dans ma thèse de doctorat que je vais vous présenter, et également en créant le Global Animal Law, qui vise à formuler des propositions concrètes en fait, pour améliorer le droit du bien-être animal à l'échelle mondiale. Dans mon analyse doctorale, j'ai traité du droit du bien-être animal dans le monde, et en particulier de son évolution et son universalisation. C'est une thèse qui a été publiée désormais chez l'Harmattan depuis l'an dernier. Je ne suis pas sûre qu'elle est dans la bibliographie, donc toutefois vous pouvez vous la procurer en ligne si toutefois le sujet vous intéresse. Alors vous avez déjà peut-être vu passer cette image. Alors, voici l'animal le plus dangereux du monde, responsable de millions de morts chaque année. À ses côtés, on peut voir un requin blanc qui nage paisiblement. Donc là, voilà, je vous laisse en tirer les conclusions. En tout cas, c'est un constat assez clair qui démontre que l'espèce humaine est clairement la seule espèce au monde capable d'exterminer toutes les autres espèces, y compris la sienne, il faut le noter. Donc, toutefois, il y a quand même une bonne nouvelle. C'est le double constat que j'ai tiré au départ de ma thèse et de mes recherches. C'est qu'évidemment, il y a une prise de conscience croissante, on en a parlé, sur le traitement des animaux à l'échelle mondiale. Tant en ce qui concerne notamment l'élevage intensif que l'extermination des espèces sauvages. J'ai choisi, donc, pour illustrer ces cas particuliers, les illustrations de Charb, qui était un des dessinateurs du Charlie Hebdo et qui arrivait à traiter de ces questions-là avec un humour certain, et il faut le savoir, c'est quand même pas évident. Cette prise de conscience se reflète notamment dans la loi visant l'amélioration de la situation juridique de l'animal, qui a été adoptée à l'unanimité au Québec en décembre 2015, et qui affirme très clairement que la condition animale est devenue une préoccupation sociétale, que l'espèce humaine a une responsabilité individuelle et collective de veiller au bien-être et à la sécurité des animaux, et que l'animal est un être doué de sensibilité, ce qui est désormais inscrit dans le Code civil du Québec, ainsi que dans d'autres codes civils, notamment en France auparavant et en Colombie l'année d'après. Et il faut savoir également que certains pays européens ont tenté d'extraire les animaux de la catégorie des biens, en disposant également que les animaux ne sont pas des choses. Mais il faut savoir que même s'il est inscrit que les animaux sont des êtres sensibles ou qu'ils ne sont pas des choses, l'alinéa qui suit dans tous ces codes civils dispose que le régime applicable aux biens reste toutefois applicable aux animaux. Donc c'est pourquoi c'est plus une reconnaissance de principe qu'un réel changement de statut juridique de l'animal, et ça il faut bien le préciser, parce que souvent on entend dire que le statut de l'animal a réellement changé, que c'est des dispositions révolutionnaires, donc il faut l'atténuer en considérant l'ensemble de ces dispositions, comme l'ensemble du droit du bien-être animal, qui souvent propose des dispositions protectrices, mais qui par la suite va apporter un ensemble d'exceptions et de dérogations qui vont réellement atténuer la portée protectrice de ces dispositions. Dans ma thèse, donc dans la première partie, j'ai traité de la progression quand même nationale et européenne du droit du bien-être animal, avec l'évolution constante de ce droit dans les droits nationaux depuis le XIXe siècle, et la consolidation croissante des textes de protection du bien-être des animaux depuis les années 70. On constate également l'émergence du concept de bien-être animal à l'échelle internationale et même universelle. C'est ce que j'ai traité dans la deuxième partie de ma thèse, donc du livre que vous pouvez également vous procurer si ça vous intéresse. À savoir, j'ai pu constater l'apparition récente
de l'intérêt pour le bien-être animal au sein de la communauté internationale depuis les années 2000. Vous avez peut-être entendu notamment parler de la décision de l'OMC en regard de la chasse aux phoques, qui a disposé pour la première fois au niveau international que le bien-être animal était une préoccupation importante à l'échelle mondiale. Et au niveau universel, donc on peut se demander si ça ne va pas aller vers une consécration du bien-être animal dans le droit de l'ONU. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de consécration latente. Parce que pour moi, en fait, il n'y a plus qu'un pas à faire pour que une organisation véritablement universelle comme l'ONU adopte une déclaration, voire à l'avenir une convention, telle que je le propose dans ma thèse, pour le bien-être des animaux. En effet, la majorité des pays disposent aujourd'hui d'une base de protection, à savoir au minimum un article anti-cruauté et au maximum des lois complètes sur le bien-être animal comme il existe, comme ça s'approche aujourd'hui au Québec. Sur la base de cette majorité de pays, en fait, j'ai pu dégager l'existence d'un fonds commun desquels on peut dégager, là il faut suivre, hein, mais des principes juridiques généraux en fait, qui peuvent avoir une portée universelle sur la base de la théorie du droit, la théorie des sources du droit international. Et ces principes généraux pourraient être inscrits au sein d'une convention ou d'un traité adopté à l'ONU. Et un tel traité ou convention sur le bien-être animal, en fait, pourrait former une base à l'universalisation, c'est-à-dire au fait que tous les pays, y compris ceux qui n'en ont pas aujourd'hui, comme on voit principalement les pays d'Afrique et du Moyen-Orient, à avoir au moins une base de protection du bien-être des animaux dans leurs droits, à faire en sorte que le bien-être animal devienne un objectif poursuivi par l'ONU, et qu'il y ait une forme de coopération entre les États pour renforcer les lois de protection du bien-être animal, et également créer des institutions sur la protection animale qui n'existent pas aujourd'hui. La dernière organisation en date ayant été créée est celle pour la protection de l'environnement. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut aller, on est en tout cas au seuil de pouvoir aller vers la protection universelle des animaux en droit. De ma thèse, j'ai également pu dégager les principales catégories d'animaux plus ou moins bien protégés par le droit. Alors les animaux de compagnie, même si on l'a vu, c'est encore loin d'être l'idéal, pour toutes les catégories d'animaux d'ailleurs. Les animaux de compagnie sont ceux qui pour l'instant bénéficient du plus de protection en droit. Ensuite, les animaux de production et d'expérimentation sont dans une zone grise. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont les animaux qui disposent d'un maximum de normes dites de protection du bien-être animal au niveau international, mais qui finalement, dans les faits, sont ceux qui souffrent le plus quantitativement et qualitativement. Quantitativement, on parle quand même de plus de 60 milliards d'animaux terrestres tués par année pour la consommation et environ 120 milliards de poissons par mois pour la consommation humaine. Je parle des poissons parce qu'on disait que souvent, c'est vrai, ce sont les grands oubliés du bien-être animal et donc il convient également d'en parler. Quant aux animaux d'expérimentation, on évalue à environ 100 millions d'animaux d'expérimentation tués par année. Donc c'est malgré les normes de protection qui visent finalement plus à réduire le mal-être de ces animaux qu'à réellement protéger le bien-être de ces animaux. Voilà, donc ensuite dans une zone intermédiaire, on a les animaux de travail ou de spectacle. Par spectacle, en fait, on entend par exemple le rodéo, comme je ne sais pas si certains sont familiers avec cette campagne, mais il y a une campagne menée par le professeur Alain Roy de l'Université de Montréal visant à faire interdire les rodéos au Québec et qui a diffusé un clip extrêmement parlant où on voit vraiment en fait, les maltraitances des animaux qui sont impliqués dans ces activités. On parle également de spectacles sanglants, comme par exemple les corridas, qui existent encore dans le sud de la France. Moi, j'ai été amenée à une corrida, des corridas quand j'étais toute petite, et c'est vrai que ça m'a suffisamment traumatisée pour vouloir faire le travail que je fais aujourd'hui en faveur des animaux, et ça existe encore, donc voilà. Et ensuite, enfin, les animaux sauvages en captivité bénéficient d'un petit peu plus de normes de protection parce qu'ils sont sous la responsabilité des humains de devoir leur apporter nourriture et hébergement. Et les animaux sauvages chassés sont ceux qui disposent du moins de normes sur le bien-être, puisqu'ils sont plus considérés lorsqu'il s'agit d'espèces menacées par le droit de l'environnement.
mais le bien-être des animaux sauvages est encore quasiment inexistant du droit du bien-être animal. Quel bilan général tiré de ce droit? Donc, eh bien, il y a une progression croissante, mais des limites persistantes. La progression est notamment jugée par l'expansion de ces lois. De plus en plus de pays adoptent des lois de protection du bien-être animal. J'en avais recensé 107 lorsque j'ai soutenu ma thèse il y a presque 2 ans. Et ils sont aujourd'hui 112. Donc en presque 2 ans, il y a déjà 5 pays de plus qui ont adopté des lois sur le bien-être animal. Donc il y a également une augmentation de ces législations, y compris au sein des mêmes pays. Ils vont adopter de plus en plus de réglementations, de lois, inscrire cette protection, admettons, dans le Code civil ou voir la Constitution dans certains pays. Et d'un renforcement, à savoir que les lois adoptées vont, ou réglementations, etc., vont toujours de ce que j'ai pu observer dans mes recherches, en tout cas, dans le sens d'un renforcement, c'est-à-dire les peines vont être plus élevées, et donc en cas d'infraction, enfin voilà, ça va dans le sens d'un renforcement généralement. Mais donc il y a des limitations d'ordre notamment économique, culturel, qui sont très importantes, traditionnelles. Certaines lacunes, donc j'en ai brièvement parlé, mais le bien-être des animaux sauvages ou en droit universel ou international, aujourd'hui on n'a pas vraiment de traité, de convention sur le bien-être animal aujourd'hui. Et certains paradoxes qui méritent d'être relevés. J'ai entendu parler tout à l'heure de viande heureuse ou de pouvoir tuer humainement les animaux. Ce sont des questions qui méritent vraiment d'être posées sur le plan éthique, étant donné que si on parlait, par exemple, pour des êtres humains, peut-on tuer humainement un être humain? Ça choquerait pas mal de monde. Alors que pour les animaux, ça semble assez passé dans la conscience des consommateurs qui pensent en fait que le bien-être des animaux est réellement protégé puisqu'il y a des lois qui garantissent ça. Mais en fait, quand on regarde les faits, comme les photos qu'on a vues tout à l'heure, eh bien, c'est plus le mal-être des animaux sur le plan physique et psychologique qui existe, parce qu'on a quand même des indicateurs qui prouvent vraiment le stress intense de ces animaux. Voilà, donc en fait, parler de bien-être des animaux dans le cadre de leur abattage ou dans le cadre de leur expérimentation, quand il est question de vivisection, donc de torture de ces animaux vivants, juxtaposer le terme bien-être peut sembler extrêmement paradoxal. Aujourd'hui, donc, ce sont les intérêts humains qui priment sur ceux des intérêts des animaux. Il me semble donc important de repenser le droit avec les animaux, et ce pour aller vers un réel nouveau statut juridique pour les animaux qui soit plus conforme, plus cohérent avec leur nature d'être sensibles. Pour ce faire, nous avons créé avec le juriste suisse Antoine Goetschel le Global Animal Law Project, de sorte à formuler des propositions très concrètes pour améliorer le droit des animaux, du niveau local au niveau global, donc au sein de cette matrice que vous voyez qui est interactive. Donc en cliquant sur chaque niveau, en fait, il y a des sous-branches, et chaque sous-branche donc concerne des objectifs à plus ou moins long terme pour 4 piliers principaux qui consistent à adopter de nouvelles législations, mieux appliquer les législations existantes, généralement améliorer le système juridique en faveur des animaux, et aussi éduquer à la protection du bien-être animal, parce que c'est très important d'éduquer même à partir des enfants et des plus âgés pour les générations présentes et futures, pour mieux protéger les animaux. Nous avons également créé un groupe d'experts avec finalement tous les juristes qui œuvrent pour la protection des animaux dans le monde. On a des experts de tous les continents. C'est extrêmement varié, donc on ne peut pas dire aujourd'hui que le bien-être animal est seulement une mode occidentale. Non, ça semble vraiment être une prise de conscience profonde qui va vers l'extension du droit et du champ de considération vers les animaux, et qui n'est pas seulement occidentale, puisque dans tous les pays, en tout cas, il y a des personnes qui sont concernées par les problèmes afférents aux animaux. Dans cette base de données, en fait, où vous voyez plusieurs couleurs, je vous laisserai regarder la légende que vous pouvez trouver en ligne. C'est également une carte interactive que j'ai créée sur la base de mes recherches, où j'ai donc listé toutes les législations qui existent pour tous les pays du monde où il existe des législations, également au niveau européen, international, et les propositions universelles qui existent aujourd'hui. Donc, du cas numéro 1, c'est-à-dire les pays en gris qui n'ont rien du tout, finalement, qui n'ont aucune base de protection des animaux,
aux pays en rouge qui, eux, donc Suisse, Allemagne, Autriche, qui, eux, disposent à la fois d'une loi complète sur le bien-être animal, qui ont tenté d'extraire les animaux de la catégorie des biens dans leur code civil, et qui également ont la protection des animaux inscrite dans leur constitution, c'est-à-dire au plus haut sommet de la législation. D'autres pays l'ont fait également, et comme je n'ai pas le temps, je vous laisserai regarder par vous-même si ça vous intéresse. C'est assez clair normalement, donc voilà. J'ai également listé l'ensemble des revues spécialisées sur le droit animal qui existent aujourd'hui dans le monde. Voilà, il y a en français, en anglais, en espagnol, même en portugais. Et j'ai également fait une base de données avec l'ensemble des cours qui sont donnés aujourd'hui sur le droit animal dans le monde. Pareil, il n'y a qu'à cliquer, tout est interactif et vous aurez les informations de ces cours qui sont distribués. Enfin, dernière phrase pour finir, je reprendrai les mots d'Alan Kay qui disait que la meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de l'inventer. Donc je pense qu'on est tous créateurs de notre vie et de la vie aussi au niveau plus global, de celle des humains et des animaux, et que donc on peut tous participer au changement. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Sabine. J'aimerais peut-être les lancer sur la réflexion suivante. C'est qu'est-ce qui démontrerait que le Québec est une société qui protège et fait la promotion du bien-être animal? À quels éléments on reconnaîtrait une société comme ça? Puis quels sont les éléments également qui démontreraient que les Québécois, comme citoyens, protègent et font la promotion du bien-être animal? Les éléments de réponse qui me viennent en tête en premier, qu'est-ce qui ferait que le Québec serait une société qui démontre qui veut protéger qu'elle veut protéger le bien-être animal? Je commencerai par dire, puis c'est des choses qui s'en viennent, avec le ministère de l'Agriculture, on travaille sur un guide d'application de la loi sur le bien-être animal qui va servir aux médecins vétérinaires, entre autres, parce que la loi inclut un volet pour les médecins vétérinaires de signaler tous les cas de maltraitance dont ils sont témoins. Pour moi, cette loi-là était une avancée majeure, là, parce qu'il y a quand même un changement de statut. Je ne suis pas juriste, là, mais il y a quand même un changement de statut juridique, même s'il y a certains aspects de l'ancienne loi là, dont je ne connais pas le nom, mais sur les biens meubles qui peuvent continuer à s'appliquer. Il y a quand même une reconnaissance là-dedans des besoins des animaux, de leurs impératifs biologiques, du fait qu'ils sont dotés de sensibilité, tout ça, qui n'était pas inclus auparavant dans nos lois. Je trouve que c'est une avancée majeure. Là, il reste à concrétiser, parce qu'une loi, c'est beau. On peut rêver de lois vraiment extraordinaires et qui incluent toutes les situations possibles, mais si on n'est pas capable d'appliquer ces lois-là, en bout de ligne, ces lois-là, tant qu'à moi, tu sais, vous comprenez, moi, je suis une personne qui est, comme je disais tantôt, un peu entre les deux, là, entre l'idéalisme philosophique et la réalité du terrain. Alors, pour moi, cette loi-là est une loi qui est quand même applicable, c'est ça, qui a une possibilité d'être applicable et d'avoir un effet. Alors déjà, ça serait une grande avancée. Pour le reste, ça serait un effort collectif là, d'éducation. Puis l'éducation, on en a parlé pour le dossier des chiens dangereux aussi, là, mais je pense que le volet éducation par rapport aux animaux ne bénéficierait pas qu'à la sécurité face aux chiens dangereux, mais bénéficierait à l'ensemble du bien-être animal parce qu'il sensibiliserait les gens à être plus conscients des besoins différents des animaux, des responsabilités que ça représente d'avoir un animal. On parle d'animaux de compagnie, donc moins d'abandon, etc. Alors, pour moi, ce serait deux grandes pistes qui seraient déjà des très grandes améliorations. Ben moi, j'irais un peu dans le même sens, c'est-à-dire que c'est sûr que Mme Kisdong parle de la réglementation provinciale puisque l'ordre professionnel s'applique essentiellement au niveau de la province. Nous, on va parler de réglementation municipale parce qu'on compose plus avec les villes. Mais oui, j'irais absolument dans le même sens. Je pense quand même que la réglementation va être plus humaine, même si c'est un drôle de terme quand on parle des animaux, là, mais elle va être plus
compréhensive, quand, au lieu de nier des réalités animales, elle va tout simplement en tenir compte et tenter de les encadrer. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en niant certaines réalités animales, que ce soit des colonies de chair, hein, peu importe, et en faisant en sorte qu'on n'est pas capable de traiter ces animaux-là de façon plus globale, on ne trouve pas de solution. On met un diachylon sur une hémorragie. Moi, je vais peut-être ramener la réflexion toujours à l'assiette, hein, à l'assiette du consommateur. Et je pense que, comme les autres intervenants l'ont dit, là, la normalisation, quelque chose de vraiment important. Et puis, si on fait le parallèle avec d'autres pays dans l'Union européenne qui sont quand même avancés, là, qui ont interdit les systèmes d'élevage en batterie au niveau des poules, tout ça, je pense que ça prend une réglementation forte, une normalisation en fait de ce secteur-là. Et autre chose aussi, outiller davantage le consommateur. Et je pense que si à ce niveau-là, les consommateurs ne posent pas vraiment d'action, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes confus aussi, hein, en tous les labels et consorts. Ce n'est pas facile de s'y retrouver. Quand j'ai un label anti-cruauté, en tant que consommateur, je ne sais pas exactement si ce label-là concerne uniquement la phase d'élevage, la phase de transport ou la phase d'abattage. Donc, je suis un peu mêlé. Et je sais qu'il y a eu des initiatives qui ont été menées dans d'autres pays en Europe, en Australie, où il y avait des codes de couleur. Donc, le consommateur pouvait se référer. Sur un échelon de 1 à 7, là, il pourrait savoir peut-être un produit qui est estampillé 5, c'est un niveau de bien-être beaucoup plus élevé qu'un produit à 3. Donc, il peut faire un choix beaucoup plus opérationnel, plus facilement. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là, au niveau même des pouvoirs publics, mais au niveau même aussi des acteurs, même de la filière d'élevage, là. Et puis, si ces actions-là sont concertées, je pense qu'on peut aboutir à un Québec beaucoup plus conscientisé à l'égard du bien-être. Je vais peut-être juste rebondir sur ce qu'il vient de dire, puis revenir à la question pour faire une petite précision théorique au niveau juridique. Au niveau de l'assiette du consommateur, au Québec comme ailleurs, y compris en France, il y a une réelle évolution de la part des comportements des consommateurs. On voit, il y a des chiffres qui constatent la montée du végétarisme et du véganisme. Donc là, clairement, au niveau, il n'y a plus la question à se poser en amont ou en aval. À partir du moment où on fait le choix de ne pas consommer de produits animaux, de fait, on évite les souffrances évitables infligées à ces animaux-là. Par rapport au code de couleur, c'est très intéressant parce que quand je suis allée en Inde, j'ai vu qu'ils avaient juste 2 carrés parce qu'il y a beaucoup d'inalphabètes là-bas. Et du coup, avec une couleur, ils se repèrent très facilement, à savoir que les carrés verts, c'est pour tous les produits qui ne contiennent pas d'animaux et ou qui n'ont pas été testés sur les animaux, etc., qui n'incluent pas en tout cas d'animaux dans le processus de production. Et les carrés marrons, c'est pour ceux, par exemple, là-bas en Inde, il y a les végétariens, les non-végétariens, ils vont choisir le code vert ou le code marron. Donc là, c'est très clair, très transparent, enfin très facile. Et pour revenir sur la loi adoptée au Québec, c'est clair que par rapport à avant, où la situation juridique au Québec était assez catastrophique, il y avait eu un rapport de la LDF l'année d'avant qui avait dit que le Québec était la pire province en matière de bien-être animal. C'est aussi ce qui a incité en fait tout un mouvement pour faire adopter cette nouvelle loi où là le Québec est quand même passé à un niveau largement supérieur, c'est clair, par rapport au bien-être animal et notamment avec certaines dispositions très avant-gardistes comme l'obligation pour les vétérinaires de dénoncer les suspicions de maltraitance et précision théorique par rapport à la tentative de changement de statut. En fait, c'est en effet une avancée, le fait que les animaux soient reconnus comme des êtres sensibles. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde la définition de certains dictionnaires, c'est marqué clairement que les animaux sont des êtres qui sont doués de sensibilité. Donc, c'est une reconnaissance de principe dans ce sens-là. Et ça ne change pas le statut juridique des animaux dans le sens où le corpus juridique, toutes les lois qui s'appliquent aux animaux, sont les lois qui s'appliquent aux biens, à savoir que l'animal est toujours un objet appropriable, utilisable et auquel on peut finalement
finalement avec lequel on peut faire des utilisations, voire mettre à mort, y compris pratiquer des euthanasies de convenance. Donc on en a parlé, les animaux jetables finalement, lorsqu'il n'y a pas vraiment de raison médicale, où là donc les animaux s'apparentent plus finalement à des biens, à des objets, voire des objets de consommation, du matériel médical. Donc ils sont plus apparentés à des choses, et ça dans les faits ça n'a pas changé radicalement. Ça n'a pas changé, comme s'ils avaient changé de statut, qu'ils étaient devenus des personnes physiques ou des personnes animales comme nous, qui disposent de droits et dont les intérêts sont reconnus, protégés et défendus par le droit. Ben moi, je ne suis pas ici pour défendre la loi, là, mais dans nos observations, en général, les lois suivent l'évolution des sociétés. Alors, je ne pense pas que si on était arrivé en 2015 avec une loi qui défendait toutes les choses que vous nommez, je ne crois pas qu'on aurait pu l'appliquer. Je ne crois pas qu'on aurait pu mettre en place tous les moyens nécessaires pour l'appliquer. Alors pour moi, je préfère qu'on ait une loi qui est quelque chose qu'on est capable d'appliquer, qui va nous aider, qui nous aide à tirer vers le haut. Une loi qu'on n'arrive pas à appliquer à moyen terme, je me demande quelle en serait l'efficacité, tandis que moi, je me dis que tous les gens qui sont impliqués dans les de quelque façon que ce soit, comme on l'est tous ici, dans des dossiers de bien-être animal, si on essaie de tirer vers le haut, je pense qu'on peut avoir un effet là, à la longue. Mais je ne suis pas certaine qu'une loi qui aurait interdit ces choses-là. Mais c'est ça que j'ai dit, c'est que c'est une avancée, puis heureusement, mais on n'en est pas encore à pouvoir dire, en tout cas en tant que juriste, qu'on a opéré ou qu'on a vu, qu'on a observé un réel changement de statut juridique. C'est ça que je veux dire. Puis je suis d'accord avec vous que ça va sans doute aller dans ce sens-là, puis on l'espère tous là en tant que défenseurs des animaux, c'est certain. Mais ça va probablement se faire sur une génération. Je veux dire, la ceinture de sécurité, ça a pris 25 ans. Donc, écoutez, c'est sûr que le changement de statut des animaux, ça ne se fera pas en claquant des doigts. Voilà, tout à fait. Mais en tout cas, oui, c'est une avancée, là, c'est sûr. C'est juste une précision théorique. Bonjour, Cédric Dubard. Je suis intervenant en comportement canin et félin. J'aurais une question principalement pour la SPA puis l'Ordre des médecins vétérinaires, au niveau comportemental surtout, puis l'aspect du bien-être. Pourquoi il n'y a pas de prise de position vraiment faite au niveau des techniques justement d'éducation qu'on va faire avec les chiens et les chats aussi, mais plus principalement au niveau des chiens? Pourquoi on ne prend pas position réellement sur les techniques d'éducation scientifique qui mènent à un bien-être de l'animal plutôt que d'encore être sans position nécessairement sur l'aspect scientifique des méthodes d'éducation qu'on a et plus traditionnelles? Écoutez, je pense que votre question est mal fondée. L'Ordre des médecins vétérinaires a pris position sur ce sujet-là. Oui. Donc, je vous invite à réviser votre position. Ensuite, ce que je vous dirais, c'est que si l'Ordre des médecins vétérinaires est interpellé à se prononcer sur un paquet de sujets et ne tranche pas sur chaque sujet, en toute humilité, on n'a pas les ressources de l'Ordre des médecins vétérinaires. Donc, la réflexion est en cours et vous savez, des fois, si on n'est pas certain de ce qu'on est capable de dire, parce que les gens se réfèrent à la SPA comme une référence, à ce moment-là, on est mieux de maintenir la réflexion. Ouais. C'est la même chose actuellement. Ouais, c'est la même chose de notre côté pour de nombreux autres dossiers sur lesquels on n'a pas des énoncés de position. À un moment donné, on a du travail à faire et puis on réfléchit. Puis des fois, on n'est pas rendu là encore. Mais on en a un sur ce sujet-là. Puis là, j'en profite pour les gens qui écoutent. C'est que c'est bien démontré maintenant que d'éduquer un chien en basant nos interventions sur une théorie de dominance où on veut montrer au chien qu'on est son maître et puis que c'est nous qui le dominons, qu'on est son chef de meute, ça mène à des méthodes d'intervention qui sont comme, bon, le choker, la force, la peur, des bruits soudains, etc., toutes sortes de méthodes qui augmentent l'anxiété chez beaucoup de chiens. Et maintenant, on sait que ça crée plus de problèmes de comportement et d'agressivité que ça en règle. Alors, ce n'est pas les méthodes qui sont recommandées. J'en profite pour dire que le métier, si on peut l'appeler comme ça, d'éducateur canin, il n'est pas réglementé. Alors, c'est pas facile. Tu sais, on a beau avoir émis un énoncé de position là-dessus, on peut contribuer par un énoncé de position. On essaie de
de rayonner, de faire connaître un peu aux gens, mais nous aussi, on est quand même limités. Là. C'est ça, là. Le budget d'un ordre professionnel, c'est les cotisations des membres et on est... l'Office des professions nous demande de rendre compte parce que notre mission première, c'est la protection du public. Alors, on ne peut pas s'étaler puis jouer 3 millions d'autres rôles à côté à partir du budget qu'on a. Alors, on essaie de remplir notre rôle le mieux possible. Là. Fait que nous aussi, c'est limité. Exactement, c'est limité. Il faut faire attention de ne pas s'éparpiller dans toutes les directions. Ouais. Vous savez, l'Ordre des médecins vétérinaires et la SPA de Québec, à un très moindre degré, on essaie d'être des experts. On essaie de faire en sorte que nos positions sont documentées et qu'on ne se garoche pas dans tous les sens et que nos affirmations ne sont pas uniquement basées sur l'émotivité, comme je vous disais tout à l'heure. Et dans le débat que vous soulevez, il y a une très grande émotivité qui est parfois contre-productive et qui vient nuire à la rationalité. Donc, dans ce contexte-là, nous, on est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. Cela étant dit, je pense que votre perception de la SPA est peut-être erronée. On n'est pas la police des écoles. On est un refuge animalier qui replace des animaux. Moi, ma question, c'était peut-être, est-ce que dans votre domaine, il y a une association quelconque? Parce que je me dis, oui, la voix des médecins vétérinaires, c'est important, mais la voix d'experts, de personnes dont c'est le quotidien de faire cette éducation-là des chiens, est-ce qu'il y aurait un poids aussi si vous autres, comme experts professionnels dans le domaine de l'éducation des chiens, vous prononciez contre certaines techniques ou si vous-même, votre domaine est encore divisé là, sur ces questions-là? Effectivement, il y a la RIEC, le Regroupement québécois des intervenants en comportement canin, qui tente d'être un organisme reconnu au niveau gouvernemental pour pouvoir par la suite intervenir de façon reconnue et officielle. Il y a l'APCP aussi. Aussi. Puis à l'intérieur de votre profession, il y a beaucoup de controverses et il y a beaucoup de conflits. Pas auprès de la RIEC. Donc, comment voulez-vous qu'un organisme arrive et essaie de jouer à la police là-dedans? La profession elle-même ne s'entend pas entre elles. Vous parlez de la RIEC ou de juste ceux qui s'improvisent, dresseurs? Bien, écoutez, si l'Ordre des médecins vétérinaires et le gouvernement provincial ont de la difficulté à prendre une position claire sur la profession en général, pensez-vous que la SPA, qui est un organisme à but non lucratif, qui est un refuge animalier, a le pouvoir de gérer la profession? Mais pourquoi certaines personnes qui partent, par exemple, de la SPA, sont encouragées à aller dans des centres de dressage en méthode traditionnelle plutôt que dans des endroits plus éthiques et travaillant en méthode scientifique? Écoutez, je pense que je connais très bien votre débat, je vois votre T-shirt, je sais pour qui vous travaillez. Là. Je ne suis pas tellement surpris de votre question, en toute sincérité. Je pense que la réponse, je vous l'ai donnée. Il y a une réflexion qui est en cours et je ne vais pas couper court au processus simplement pour vous faire plaisir ce soir. Je pense que la réponse, vous l'avez. Vous pouvez arrêter de poser la question. Bien, la question, c'est pourquoi ils sont encouragés à aller dans certaines places plutôt que tout simplement soit rien dire ou encourager à aller vers votre une place question éthique. est très légitime et je me la pose moi-même. Cédric Paré, donc moi je veux en venir sur le point de la communication entre les intervenants. Qu'est-ce que vous pourriez dire en lien avec la communication entre les intervenants? Parce qu'on a l'impression que la roue tourne, mais ça n'avance pas. Comme si les gens travaillent chacun dans leur silo. La SPA fait un travail sur le terrain incroyable à tous les jours, toutes les SPA du Québec dans le monde, à recueillir des animaux, à évaluer leur comportement, les remettre en adoption. L'OMVQ qui travaille à mettre en place, travailler avec ses membres pour le soin des animaux, défense du public, au niveau des chercheurs, beaucoup de recherches dans le monde qui se font dans le domaine du bien-être animal, mais on dirait que ces gens-là ne se parlent pas. Ou je comprends qu'il y a un comité provincial de discussion qui existe, bon, etc., pour mettre en place des politiques, des directives, des documents, etc. pour la population, mais on n'a pas l'impression, en tout cas personnellement, pour être un peu dans le domaine, que les gens se parlent entre eux et que ça avance. Je veux dire, en Europe, il y a plein d'avancées, bon, sont assez avant-gardistes de façon générale sur le bien-être animal, ne serait-ce qu'aussi dans l'Ouest canadien. Donc, il y a plusieurs endroits aux États-Unis, différents États là, qui sont en avance. Donc, pourquoi, quelque part, on ne se base pas sur ce qui se fait dans le reste du monde pour avancer plus vite, plutôt que comme de refaire tout le temps le même tour de roue? Si vous me le permettez, du côté des refuges, la raison pour laquelle, à mon sens, il y a un manque de coordination, c'est essentiellement parce que souvent les gens sont vus comme des concurrents. Au lieu d'être vus comme étant des refuges complémentaires qui pourraient travailler ensemble, souvent ils sont vus comme des concurrents qui luttent pour le même dollar d'un donateur.
Et donc, à ce moment-là, puis je vous répète ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'émotivité est très haute. Donc, il y en a un qui va dire, ah ben, lui, il intervient, lui, il a euthanasié cet animal-là, moi, je ne l'aurais pas euthanasié, donc lui, c'est un tout croche, puis moi, la vérité est dans mon camp. D'accord? Donc, il y a beaucoup de conflits. Je veux parler du plan micro, pardon, là, pas macro, mais il y a beaucoup de conflits entre les refuges, parfois, qui est complètement contre-productif. Donc, votre point de vue, votre question est extrêmement pertinente. Mais pour les enjeux, en général, ben moi, je suis quand même, je vous l'ai dit, relativement nouvelle là, comme présidente à l'Ordre, mais je n'ai pas l'impression que les différents intervenants ne se parlent pas. Là. Oui, c'est ça, il y a la stratégie québécoise, il y a quand même beaucoup de communication. Nous, avec la Faculté de médecine vétérinaire, notre comité bien-être, nous, à l'Ordre, on a des vétérinaires du MAPAC, du fédéral, de tous les différents secteurs, puis on se renseigne de ce qui se fait en recherche aussi, puis ailleurs aussi. Mais à plus grande échelle, là, je comprends que, tu sais, à notre échelle, on trouve que nous, on est bien alimentés, puis qu'on est... on communique beaucoup autour. À plus haute échelle, d'un supra-organisme là, qui chapeauterait tout le dossier du bien-être animal, c'est pas mal la stratégie québécoise de santé et bien-être animal là, qui joue ce rôle-là avec des sous-comités vraiment qui sont... c'est gros. C'est tellement un gros enjeu. Tu sais, c'est tellement différent quand on parle de différents animaux, les animaux de la faune, des animaux des productions animales, l'utilisation des animaux en recherche. Tu sais, tantôt, j'ai un peu oublié de le dire, je vais en profiter pour le dire là mais l'utilisation, les animaux qui sont utilisés en recherche, il y a eu une évolution incroyable là, avec les 3 R, là, où on essaie de réduire le plus possible le nombre d'animaux qui sont utilisés, de raffiner les recherches. Il y a eu des avancées là, vraiment... spectaculaire, là, je dirais, là, depuis le temps où moi, j'étais étudiante. Là. Mais c'est ça. Fait que pour revenir à votre question, moi, je n'ai pas ce sentiment-là, plus que pour n'importe quoi d'autre, que malheureusement, la communication n'est pas parfaite entre toutes les structures et puis c'est comme un idéal impossible. Là. Mais moi, je vois une grande volonté de ce côté-là aussi. Là. On ne vit pas là, cette réalité-là de compétition. Là, c'est ça, on ne vit pas ces enjeux-là. Alors, Sabine, est-ce que de la perspective de l'expérience européenne, parce que vous référiez dans votre question là, à votre perception qu'on arrivait à un discours plus inclusif de tous les acteurs, de toutes les parties prenantes dans une discussion sur le bien-être animal. Est-ce que c'est aussi ta vision de... Est-ce qu'il y a une partie des avancées qu'on peut observer, même si, bien entendu, on est loin de l'idéal, là, mais malgré tout, on avance, on ne recule pas. Est-ce qu'il y a des éléments qui tiennent justement à des particularités au niveau communicationnel en Europe, qu'on arrive à faire des choses comme celle-là qui... Oui, je tiens à vous remercier. C'est vraiment une excellente question puis qui soulève pour moi le sujet de la politisation aussi de la cause animale, parce qu'en fait, ce qu'on constate en Europe notamment, c'est qu'il a été question des réglementations de l'Union européenne qui sont assez avant-gardistes, notamment au niveau de toute une région du monde. En fait, le Eurogroup for Animals, donc l'Eurogroupe, a une voix assez importante en fait au Parlement de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que différentes organisations assez bien établies ont réussi à se fédérer justement et à créer ce qu'on peut dire, on peut le dire comme ça, un certain contre-pouvoir en fait face aux lobbies qui sont pour l'instant les plus puissants et les plus importants qui créent les limitations dont j'ai parlé, donc les lobbies économiques notamment, et puis ceux qui mettent en avant certaines pratiques culturelles traditionnelles avec aussi éventuellement un intérêt économique derrière. Et donc l'idée en tant que défenseur des animaux, c'est justement d'avoir ce contre-pouvoir aussi au niveau politique. Et c'est notamment en se fédérant pour pouvoir parler d'une voix et être suffisamment nombreux, la démocratie voulant qu'il y ait une représentativité des individus. Et pour l'instant, au niveau politique, il semblerait que ce sont les intérêts économiques qui soient les plus représentés et les plus défendus,
que les intérêts des défenseurs des animaux notamment. Alors l'Union européenne fournit un exemple assez parlant en fait de ce contre-pouvoir qui a fait justement passer des réglementations assez avant-gardistes au niveau européen, telles que l'interdiction des cages en batterie pour les poules pondeuses ou l'interdiction des tests sur les animaux pour les produits cosmétiques, qui ont fait que certains pays assez réticents, notamment la France, ont été obligés par l'Union européenne d'adopter ce genre de mesures. Et un autre cas plus particulier au niveau européen, qui est celui des Pays-Bas, où là-bas, il y a un parti animaliste qui est très bien établi, qui a vraiment un pouvoir politique relativement important là-bas. Et de fait, ils ont réussi à faire passer des lois, y compris une loi sur l'interdiction des élevages d'animaux à fourrure, qui remportait pourtant des milliards et des milliards de bénéfices. Donc c'était quelque chose de vraiment très très important au niveau économique, très lucratif, qui avait été avancé auparavant comme un obstacle total à l'interdiction de ces élevages-là. Et pourtant, avec la demande de la population, avec l'intervention des organisations et de ce parti-là, en fait, il y a une loi qui a pu passer pour faire interdire ces élevages. Et avec un délai de 12 ans pour la mise en œuvre, c'était en 2012. En 2024, en fait, tous ces élevages-là doivent être fermés, les animaux auront dû être replacés et des subventions de l'État des Pays-Bas ont été données à ces éleveurs pour se reconvertir. Donc toutes les subventions qui étaient données avant pour faire fonctionner ces élevages, maintenant sont des subventions pour aider les éleveurs à se reconvertir. Donc il y a tout un ensemble de mesures qui sont mises en place. Et juste un dernier exemple aussi, le Royaume-Uni, en fait, l'Angleterre a été le premier pays, on va dire, leader au début du 19e siècle pour adopter des lois anti-cruauté pour les animaux. Et en 2005, vous l'avez peut-être entendu, mais ils ont interdit la chasse à courre, qui était une tradition séculaire là-bas. Donc là aussi, d'avancer l'argument de la tradition pour justifier le fait qu'on n'adopte pas d'interdiction, eh ben là encore, avec cet exemple-là, là surtout, on va dire, il n'y a pas beaucoup d'exemples, mais avec cet exemple-là, eh ben, en fait, ça montre aussi que la demande sociétale pour la protection animale peut aussi devancer, en tout cas avoir plus de poids que certaines traditions, même séculaires, y compris pour la corrida dans certains pays. Donc la politisation de la cause animale est fondamentale. Elle passe par la fédération des organisations, notamment pour parler d'une voix. C'est le mieux quand même pour avoir un contrepoids politique. Et puis, c'est ça aussi, vous disiez, on avance, mais en fait, pas suffisamment vite. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. Et en effet, les freins sont tellement importants qu'en fait, c'est pour ça que ça avance pas aussi vite qu'on voudrait et que ça va pas aussi loin qu'on voudrait rapidement. Mais il me semble qu'aujourd'hui, et c'est de plus en plus d'actualité, de politiser la cause animale dans tous les pays du monde pour faire avancer cette cause-là plus rapidement et aller plus loin dans ce qu'on peut proposer. Est-ce que les animaux d'assistance qui sont auprès de l'humain, qui font un rôle exemplaire et auquel on exige énormément, est-ce qu'on se questionne vraiment sur s'ils ont envie d'être là? Est-ce qu'on évalue leur fameux stress? Est-ce qu'on évalue, parce que ça aussi, c'est une plaie. Énormément de chiens vont tomber dans des états dépressifs, mais c'est des notions qu'on ne sait pas toujours. Je ne dis pas l'ensemble des chiens, parce que, on n'est pas dans les extrêmes, là, on va éviter tout ça. Mais de quelle façon? Est-ce qu'au Québec, on en est où? Puis en Europe, de ce côté-là, parce que c'est chouette, c'est valorisant de dire j'entraîne un chien d'assistance ou j'ai un chien à mes côtés en contexte scolaire, mais je pense que c'est plus que ça. Je pense qu'on doit avoir une conscience. Je vous laisse aller là-dessus, ça m'intéresse. Bien, pour la question concrète de au Québec, en est où? À ce que je sache, moi-même, je dois dire pour ceux qui ne le savent pas, moi-même, pendant des années, moi, c'était des visites là, vraiment pour la qualité de vie là, des résidents de CHSLD. C'était pas de la thérapie, là. Mais j'ai fait ça pendant des années où j'ai visité parfois les mêmes personnes pendant 4 ou 5 ans.
où on en est, à ma connaissance, on n'en est pas loin. On n'est pas très avancé. C'est comme laisser à la discrétion de chaque personne qui pratique ce genre d'activité-là. Comme moi, je le faisais, de juger. Moi, par exemple, chacun de mes chiens faisait ça environ 3 heures par semaine. Alors, puis on le faisait d'une façon qu'il y avait leur liberté de mouvement, là. On ferme la porte de la chambre, puis le chien peut se déplacer, puis il peut se faire flatter s'il a le goût de se faire flatter ou non, etc. C'était pas, des postures imposées avec le chien qui est obligé de subir tout ce que Mais la ça, personne... c'est votre pratique, hein? Exact. Mais c'était laissé à mon propre jugement, puis moi, je ne suis pas au courant d'aucune réglementation où que ce soit là-dessus. Je me demande jusqu'à quel point aussi ça prend une réglementation. Peut-être que ce que ça prend, c'est une sensibilisation. Puis que si on avait une vaste campagne d'éducation du public, c'est comme ça ferait partie du tout où les gens comprendraient que l'animal qui est là, il n'est pas là pour subir ce que toi tu décides de lui faire subir, et puis il y a des besoins aussi. Ceci étant dit, il y a des patients là-dedans qui ont des pertes cognitives, tout ça. Alors là, c'est à la personne qui accompagne le chien là, d'être consciente de ça, parce que les patients ne le sont pas nécessairement. Mais ça passe par l'éducation, hein. Je pense que c'est tout simplement là qu'on en est. Je vous dirais que c'est à peine plus clair pour ce qui est de la prévention des maladies, pour le contrôle de l'état de santé des animaux qui font ce type d'intervention-là. Mais il y a des projets à la faculté de médecine vétérinaire de ce côté-là. Alors ça, c'est positif, mais voilà. Parce que je vais en profiter pour dire aux gens que c'est ça. C'est un souci qu'on doit avoir finalement en tout temps dans nos interactions avec les animaux, hein? De connaître un peu leur langage non verbal, puis de comprendre un peu ce qu'ils peuvent subir, parce qu'il y a des animaux, surtout s'ils sont dressés, hein? À être très obéissants et passifs, ils vont à ce moment-là avoir tendance à subir sans rien dire, possiblement. Peut-être toujours sans rien dire, peut-être toujours sans se fâcher, sans devenir agressif, mais possiblement être des animaux qui sont vraiment très anxieux. Sabine, Voilà. est-ce qu'il y a des initiatives, dans ton inventaire Animal Global là, est-ce que y a-tu des endroits, des pays où il y a quelque chose sur les animaux de travail, mais dans ce sens-là, c'était une catégorie que tu mentionnais, là? Tout à fait. Alors, j'ai rien vu, puis j'ai quand même fait pas mal l'inventaire, en tout cas au niveau droit dur, on va dire, des lois vraiment contraignantes sur les animaux utilisés à des fins thérapeutiques. C'est vrai que la seule chose que j'ai vu passer, en fait, c'est la loi suisse qui oblige à avoir un permis pour adopter un chien, par exemple. Là, en fait, il faut être formé. C'est une formation sur le bien-être et la sécurité. Donc, ça vise à la fois à assurer la sécurité de ton animal puis des autres personnes et de garantir le bien-être de l'animal. Après, c'est vrai que c'est une excellente question. En participant à des conférences, c'est là où j'ai entendu cette question être soulevée, et puis ça m'a beaucoup interpellée. Justement, en effet, le fait qu'il n'existe en fait pas grand-chose en droit là-dessus. Et dans ma thèse, parmi les conclusions que j'ai tirées, c'est que parmi les lacunes qui existent aujourd'hui, c'est que le droit sur le bien-être animal est plus encore focalisé sur les souffrances physiques les plus notables. C'est-à-dire vraiment, on parle de mutilation, on parle et encore, elles sont autorisées, par exemple, majoritairement pour les animaux d'élevage. Donc là encore, c'est pas interdit pour autant. Donc en fait, on en est vraiment au tout début, c'est encore vraiment embryonnaire comme protection. Et encore là, si on arrive à faire quelque chose, à réduire un petit peu les euthanasies de convenance, à réduire un petit peu les souffrances physiques les plus terribles, on va dire, voilà, c'est vraiment le tout début de la protection. Puis, à mon avis, les questions que vous posez qui sont extrêmement légitimes,
Ben, c'est vrai enfin, le droit, en tout cas, je ne vais pas dire on n'en est pas encore là, parce qu'il y a beaucoup de personnes et de plus en plus qui en sont vraiment là, comme vous. Mais le droit, il en est vraiment à ses prémices, pour moi, sur la protection des animaux. Et c'est vrai que c'est super important, en tout cas, c'est ce que j'ai défendu dans ma thèse aussi, de prendre en considération les souffrances psychologiques réelles de ces animaux. Et notamment, on le sait, quand je ne suis pas experte du coup en médecine vétérinaire, mais il suffit d'avoir eu un chien ou d'en observer autour de soi pour voir à quel point ça peut être des éponges aussi. Et c'est vrai qu'on parle de 3 heures par semaine, mais par exemple, les chiens d'aveugles qui travaillent 24/24, ils peuvent en effet éponger un stress super important du fait de sentir qu'ils sont obligés d'être vigilants tout le temps. Puis ça, c'est sûr que ce serait considéré, si c'était un être humain, comme une surcharge de travail. Puis avec un stress psychologique trop important. Donc c'est plus que 35 heures. Ben, c'est ça. Donc là, on en est à un autre niveau que je défends personnellement, là, de vraiment prendre en compte les intérêts des animaux du point de vue des animaux. Puis il faut, je pense, viser loin, puis haut, si on veut pouvoir y aller un jour. Donc ça fait partie de ces questions-là qui sont importantes dès aujourd'hui à poser. Puis vous, puisque c'est quelque chose qui vous tient à cœur, je pense que justement, il y a moyen peut-être de formuler une demande aussi pour que le Québec, s'il veut être une province en tout cas avancée dans ce domaine-là, puisse aborder cette question-là, je ne sais pas, peut-être par comité de santé, l'ordre des médecins vétérinaires ou autre, pour faire adopter quelque chose, pourquoi pas, pour prendre en compte... Moi, je me permettrais de vous retourner la question. Est-ce qu'il y a des cas documentés? Parce que, sincèrement, votre question, c'est la première fois que je l'entends, en toute humilité. Est-ce qu'il y a des cas documentés? Est-ce qu'il y a des cas, est-ce qu'il y a des chiens de travail qui sont plus stressés que d'autres? Avez-vous des éléments d'information là-dessus? Parce que, sincèrement, je ne connais pas ce dont vous parlez. Oui, bien, il y en a très peu, puis ils n'ont pas été faits au Québec, bien naturellement. En Europe, davantage, un peu aux États-Unis, mais c'est basé beaucoup sur des variantes au niveau du stress de l'animal. Oui, bien entendu, ils vivent quand même certains bienfaits. Il n'y a pas juste non plus un extrême dans la douleur et tout. Ça dépend toujours, en fait, de l'intervenant qui va s'occuper du chien, puis des interactions qu'il va avoir, puis aussi des approches éducatives qu'il va employer au niveau de ses attentes, ses exigences. Mais quand on fait une demande à un animal, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est verbal, ça peut être juste une pression indue parce qu'on est dans l'attente qu'il s'assoit devant M. Jacques, parce que M. Jacques il a demandé, tu sais. Mais ça, c'est subtil. Mais en même temps, à force, en psychologie humaine, on parle de détresse acquise beaucoup, hein, parce que justement, il y a une expérience des années 60 de Seligman par rapport à ça, parce que nos animaux ont vécu ça et le vivent encore, malheureusement. Et moi, non, au Québec, effectivement, il n'y a pas ça. Je ne sais pas de quelle façon on pourrait arrimer une association ou quelque chose, parce qu'à l'heure actuelle, il y a une corporation de zoothérapeutes du Québec dans laquelle il y a un code de déontologie. On parle qu'il faut s'assurer du bien-être de l'animal. Cependant, les gens qui travaillent, qui en sont des zoothérapeutes, n'ont pas de grille jusqu'à dernièrement parce que je leur en ai fourni. J'ai tenté de mon expérience terrain et des études que je suis allée chercher, fournir des grilles sur lesquelles ils peuvent se baser lors des séances. Bon, et en même temps, le but, moi, de sensibiliser ces gens-là, c'est de ne pas non plus les faire culpabiliser, hein, comme M. Correille disait, le déni, l'évitement. Non, je pense qu'on est une communauté, puis c'est en discutant ensemble qu'on peut dire « OK, y a-t-il des choses qu'on peut faire ou pas? Puis oui, ça va m'être utile ou non? » C'est embryonnaire, comme le mentionnait Sabine, et puis reste à voir, mais moi, c'est clair que je vais tenter de poursuivre et promouvoir de mon côté ce que je peux, en tous les cas. Et puis, on verra bien. C'est de s'entourer des bonnes personnes puis d'être présente lors de ces soirées-là. Merci. Merci beaucoup. Juste peut-être, si je peux ajouter un petit élément à propos de cette question-là. Il y a une question ensuite. Oui, bien, d'un côté scientifique, il y a des études qui ont été faites, ça ne sera pas long, excusez, il y a des études qui ont été faites, mais évidemment, c'est tout à fait variable d'un cas à l'autre. Puis comme je vais en profiter pour mentionner que c'est le cas pour toutes les études de stress, c'est d'une complexité incroyable parce qu'il y a des animaux qui peuvent ressentir un stress d'une certaine intensité qu'on peut mesurer. Ah, c'est un stress intense.
Mais dans le reste de sa semaine, le reste de son mois, c'est un animal qui vit dans des bonnes conditions, bonne ventilation, socialisation, etc. C'est un animal très heureux. Il est capable d'en absorber un peu, comme nous, on est aussi, les gens qui sont relativement équilibrés, on est capable aussi de subir certains stress, puis on passe au travers. Mais notre tolérance au stress individuel varie d'une personne à l'autre, et ça varie selon qu'on accumule les stress de façon continue, très rapprochée, et que selon que c'est des gros stress ou des moyens stress. Alors, c'est très compliqué de faire des études comme celle-là. Et puis, c'est très compliqué aussi de légiférer pour les mêmes raisons. Ouais. Question ce soir? Bonsoir. Ça ne sera pas vraiment une question, ça va être plus une petite intervention. Tout d'abord, bonsoir et merci, chers panélistes, d'être là et puis à tout le monde d'être ici pour discuter de ce sujet qui me tient énormément à cœur. Je suis pour le MAPAC depuis 1 an et puis je suis amené, moi je suis directement sur le terrain, je suis inspecteur. Donc, je suis amené à aller dans les abattoirs, à devoir inspecter au niveau du bien-être des animaux en abattoir. En effet, c'est comme disait Sabine, c'est un peu touché de parler de bien-être en abattoir, mais c'est surtout d'essayer de diminuer la souffrance indue, donc une souffrance qui peut être évitée d'une certaine manière. Ce que je voudrais amener comme intervention, c'est par rapport à la loi. On parlait de la loi B3.1, la loi sur le bien-être animal. Moi, je suis amené à faire des interventions sur le terrain dans des plaintes de bien-être animal. Puis quand je me déplace, moi, c'est souvent quand il faut trancher à savoir est-ce qu'il va y avoir une saisie ou pas. Ça fait pas encore 1 an que je suis là, puis il y a... j'ai déjà fait plusieurs saisies. Donc, il y a des choses concrètes qui sont en train de se faire. Il y a des animaux qui voient leur bien-être augmenter, qui étaient dans des situations lamentables. Donc, d'une certaine manière, je pense qu'au Québec, de ce que je peux voir, on est vraiment à la base par rapport au bien-être animal. On peut arriver à des endroits où est-ce qu'il va y avoir absence de nourriture, absence d'eau, des animaux qui sont gardés à l'extérieur. Donc, on est vraiment rendu, je pense, à essayer d'éduquer la population, puis qu'il y ait un minimum de bien-être, c'est-à-dire que les besoins vitaux soient couverts. Par contre, une des problématiques, puis je pense que c'est quelque chose qu'on peut voir un peu dans tous les ministères, c'est qu'il y a le besoin en inspection en bien-être est beaucoup plus grand que les moyens que l'on a. Oui, c'est ce qu'on entend. Puis je pense que c'est un peu le même problème dans tous les ministères. Et puis ce qu'on peut aussi remarquer dans les problèmes de bien-être animal, surtout chien-chat, que c'est surtout ceux-là que moi j'ai été amené puisque j'ai travaillé en clinique, je suis plus à l'aise pour évaluer la condition des chiens puis des chats. C'est souvent associé à une détresse humaine vraiment significante, vraiment là, énorme. Des personnes là, qui aiment leurs animaux, là, qui veulent en prendre soin, mais qui vont tomber dans un cercle vicieux, par exemple, d'adopter beaucoup trop de chats puis de perdre le contrôle. Complexe de Diogène. Le complexe de Diogène, hoarding syndrome en anglais. Donc, je pense qu'il y a vraiment on a besoin, pour revenir à la question initiale qui était comment est-ce qu'on pourrait, en tant que société, promouvoir le bien-être animal, bien, je pense qu'on devrait peut-être accepter une augmentation des impôts pour pouvoir investir dans le M3S et dans le MAPAC pour pouvoir aider et les individus et leurs animaux. Merci. 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 Je ne sais pas à quel point ça va passer. Alors, c'était le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, c'est qu'il faut augmenter les impôts. Hey boy. Oui, c'est ça, un beau mot de la fin. Augmentons les impôts pour sauver les animaux. Parfait. Merci beaucoup à nos panélistes, Sabine Brel, Bernard Corail, Caroline Kilsdong, Félix Tremblay. Merci à vous d'avoir été présents. Merci pour votre attention. Merci pour la contribution que vous avez faite de vos réflexions. Et puis, peut-être que c'est un prochain rendez-vous. On voit qu'il y a beaucoup de choses à explorer, qu'il y a beaucoup de sujets qui mériteraient qu'on s'y penche d'une façon privilégiée. On a évoqué les animaux de ferme, les animaux de travail dans un contexte pédagogie assistée par l'animal. Et puis, mais on n'a pas beaucoup parlé des animaux en recherche. Vous l'avez évoqué, mais on n'en a pas beaucoup parlé. C'est ça, il y aurait plein d'autres éléments. Puis ce serait peut-être un rendez-vous à renouveler sur un sujet plus ciblé l'année prochaine. Donc, merci beaucoup et au plaisir peut-être de vous revoir.
Merci. Lynn. Merci.